Bonjour, bienvenue dans le journal du hardware, votre rendez-vous tech sur le stream tous les vendredis. Et oui, le week-end approche, bienvenue messieurs. Bonjour madame. Ça va bien? Bonjour madame. Bon, comme vous voyez, on aime bien, on remue les effectifs à chaque fois. Et on a un invité cette semaine. Bonjour Théo, Bonjour. d'Elixomart. Tout à l'heure, on va parler autonomie de nos smartphones. Merci d'être venu me soutenir sur ce dossier depuis le temps que je veux qu'on en parle. Donc voilà, ça, ce sera le grand dossier de l'émission un peu plus tard. Avant ça, il y aura évidemment des news. On va parler de montres qui s'échappent dans la nature, de votre identité qui va bientôt être dans votre smartphone. On aura évidemment du Pépé en lumière avec des projecteurs et plein d'autres choses. Pour ça, d'ailleurs, bonjour Pépé, comment ça va? Mais ça va, bonjour, je suis content que vous soyez là, c'est génial. Content de te voir, Mélinda, puis content de rencontrer Théo parce que j'ai des foules de questions aussi, parce que ça m'intéresse vachement, parce que dans la série Idées reçues et légendes urbaines, je crois que franchement, les batteries, on est au waouh! Et voilà, et ben On est au waouh, mais tu sais répondre? Non, On va voir. Pépé qui sait mettre dans l'ambiance, ça fait plaisir. Mais dans Mais voilà. l'ambiance. C'est exactement ça, on va justement un peu débunker toutes les idées reçues sur les smartphones, l'autonomie, Ah ouais. tout Génial. ce qui a trait aux batteries. Merci Taxou, d'être là. tu vas bien? Eh ben, merci à Oui, vous. moi tranquillement, moi très chère Mélinda. Et où est ton Moi, Chromebook? j'ai fait setup light aujourd'hui, tu vois. J'ai pas de test pour une fois, j'ai pas eu à ramener un PC de 2 kilos sur mes épaules, tu vois. J'ai fait, oh bah, on va prendre le petit fold tranquillement, tu vois. Bah voilà. Ça me fait plaisir. Tranquillement. Et le Sir Nanix, de retour parmi nous. Bonjour. Bon, Comment va? bonjour, ça va très bien. Hein, tu vas nous parler un peu d'Elon Musk? Parce qu'une semaine sans Elon Musk, c'est un peu pas normal. Je fais ça toutes les semaines, mais il y a du nouveau, bah ça y est, c'est officiel. C'est officiel, il va devenir le maître sauf- du monde. C'est officiel, Ouais. plus ou moins, voilà, Ouais. plus ou moins, On va parler du futur service de com de Monsieur Elon Musk. c'est ça. Mais bon, pour commencer, on y va alors. Si tout le monde est là, tout le monde est bien en forme, et bien c'est parti tout de suite, les news. Bon, avant de parler du trublion de la planète Tech, On va parler de ce qui manque à mon bras. on va parler du oups de la semaine. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette montre en vadrouille? Bah, l'histoire, elle est assez extraordinaire. Bon, on le sait, Google va communiquer les 11 et 12 mai prochains, donc logiquement... Google I.O. Voilà, la fameuse Google Pixel Watch qu'on attend devrait être présentée à ce moment-là, sauf qu'elle a déjà été présentée, en fait, tout simplement. Il s'avère que... Alors, on va supputer des choses en fonction de ce qui a été révélé. On va supputer qu'un employé de Google aurait eu cette montre, serait allé dans le restaurant, chose qui arrive, parce que là, tout va bien. Je sais pas ce qu'il aurait fait, peut-être que le bracelet n'est pas, c'était un petit peu lâche. Peut-être qu'il fallait donner des tips. Hop, oups, Oups, la glissé. La Oh, montre t'as pas de aurait chance. glissé et en fait c'est le gérant d'un restaurant qui a trouvé cette montre et qui l'a présentée à un ami à lui qui s'avère être un fidèle lecteur d'Android Central et qui lui derrière a pris des photos du produit, a sorti un article sur Reddit et a révélé ce qui semblait quand même relativement facile à identifier, à savoir ce que l'on voit là, ce serait la Google Pixel Watch qui jusqu'à présent, je le répète, n'a pas eu de visu officiel. Officiellement, on n'a eu que des rendus. On avait Voilà, une que des idée rendus. de ce que ça pouvait être, mais on n'avait vu que des rendus. Mais surtout, il a donné tous les... Parce que honnêtement, tu regardes ça, tu te dis, tiens, ça peut être un chronomètre aussi. Oui, ça N'importe peut être quoi. beaucoup de choses. Ouais. Ça peut être beaucoup de choses, on pense pas forcément à une montre. Et en fait, le premier réflexe qu'il a voulu avoir, c'est essayer de l'allumer. Bon, évidemment, il n'y a plus de batterie, il a pas pu l'allumer. Par contre, il a donné quand même des specs assez intéressants. Alors, sur l'un des visuels, on peut peut-être revenir sur les images. On voit l'espèce de capteur sur le dos de la montre. Et en fait, il y a une news assez intéressante, c'est qu'on sait que Google avait racheté Fitbit, notamment pour sa technologie. Notamment. Et ce qu'on voit derrière pour les utilisateurs de Petit montres Fitbit, capteur. ça ressemble quand même vachement à ce qu'on trouve sur les capteurs des montres Fitbit. On est d'accord? Bah oui. Parce qu'à Il faut présent, avoir un intérêt à racheter des petites marques comme ça qui font des petits produits. Mais on a plein de détails quand même sur cette Alors, petite montre. Alors, exactement. elle ne viendrait peut-être pas toute seule déjà. elle viendrait peut-être pas toute seule. Alors, je vais peut-être donner Vas-y, donne celle-là déjà. les infos. Donc, celle qu'on a vue mesurait 40 mm de diamètre pour 14 mm d'épaisseur, 36 grammes de poids, a priori. Si on est bien d'accord que c'est la technologie Fitbit qui est embarquée, on aura tout ce qui est mesure de VO2 max, SP02 et le CG, évidemment, donc tout ce qui va toucher à votre rythme cardiaque, battement de cœur, à l'oxygène, évidemment, que vous ingérez et expulsez de votre corps, j'allais dire de votre cœur, de votre corps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? À peu près tout en termes de spec officiels et juste un rendu, ce fameux G de Google qui s'affichait lorsqu'il a essayé de l'allumer. Voilà.
Donc, oui, a Et priori. bien sûr, tout ceci n'est que le fruit du hasard. Évidemment. Et toute communication serait fortuite. Je veux dire, c'est pas- ça n'a pas existé. Comme l'iPhone 4 qui avait été perdu dans un bar par Incroyable. quelqu'un qui... Parce que tu sais que franchement, j'ai hurlé de rire. Ça m'a fait ma soirée. Hein. Mais quand tu connais, pour ceux qui n'étaient... Voilà. C'était dire pas né, quand même. Pas né, non, quand même, c'est pas si Non, vite que ça, moi, mais je sais bon. rien non plus. Voilà, chez Apple, où on cadenasse pourtant absolument toute la communication, eh bien, il y a un employé qui a perdu un jour un iPhone 4 retrouvé dans un bar. Dans un bar. Ouais. Donc je pense qu'il y en a qui a passé une bonne soirée, qui a dû passer après une bonne C'est ça. journée. Au moins, on est tous équivalents quand on est bourré. Et ça, c'est beau, quelque Voilà. part. Tu vois. Mais là où j'y croyais pour l'iPhone, parce que un gars bourré qui oublie son téléphone dans un bar, ça va, tu vois. Avant de sortir. Là, quand même, je sais pas, pour que une montre, tu la retrouves et tu te dises, ah ouais, c'est une montre qui n'existe pas, au lieu de genre, bon, c'est une montre, j'attends que mon consommateur revienne, tu vois, dans un resto. C'est pas le gérant qui a identifié la montre. C'est son pote. C'est son Ouais, pote. mais Il a envoyé gérant- toutes les infos à Android Le gérant, Central quand même. le gérant a quand même vu cette montre et s'est dit, oh, il faut que je la montre à mon pote, tu vois, au lieu de juste un consommateur qui a oublié sa montre, tu Et vois. surtout, tu as vu qu'elle n'a Par pas, un peu pas de bracelet. Mais ouais, Elle alors, n'avait pas de bracelet. Elle n'avait pas de bracelet. A priori, pour la charge, il n'y avait pas de chargeur non Ouais. plus. La charge se ferait Aimanté, non Par induction. Par induction. Donc, c'est pas un port propriétaire comme il y en a sur tous les. Un système de charge, tu poserais ta montre, donc tout ça, un socle adapté. Encore une fois, là, par contre, ce qu'on vous dit à cet instant-là, ce ne sont que des supputations. Oui, Voilà. oui. Ça permettrait la charge, évidemment, de la montre. Est-ce que ça vous intéresse qu'il y ait comme ça un nouvel acteur qui arrive? Parce que clairement, ça va être un concurrent de l'Apple Watch, de la Galaxy Watch, qui s'appelle plus Galaxy Watch, je crois. Je m'excuse. Galaxy. Si, ça s'appelle Galaxy Watch Si, maintenant. Galaxy Watch, Ça s'appelle ouais. plus Galaxy Gear Watch, ça s'appelle Galaxy Watch. C'est ça. Est-ce que c'est bien qu'il y ait un autre acteur vraiment Android? Ou pas? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Qui a des montres connectées ici? J'en ai une, mais je la porte Tac, pas. tac, j'en ai tac. eu, Ok, il j'ai n'y a pas. que moi qui assume. J'en ai eu plus d'un Moi, temps. je vais être un très mauvais client, Mélinda, mais un truc de ouf, parce que je m'intéresse à tout. Tu le sais, je suis Mais ouais. curieux de nature, je suis un boulimique, mais la montre connectée m'a toujours un peu laissé de marbre. Parce que je trouve que c'est un terrain d'expérimentation absolument dingue, mais quelque part, depuis que je fais un peu tout avec Pépère ici, j'ai du mal à trouver le total intérêt de la montre connectée. Je suis pris ça comme une sorte de relais ou d'une sorte de télécommande. J'ai jamais eu jamais été à fond. Et toutes les fonctions, même dites vitales, tu sais, on parlait des capteurs, Ouais. avec Fitbit et autres, il y a quand même des choses qui sont extraordinaires, même pour la compter de pas, avec des systèmes très précis sur les smartphones maintenant, qui sont vachement bien. Mais je comprends que ça peut être beaucoup plus intéressant d'avoir une montre, notamment pour les milieux médicaux ou autre, si tu es quelqu'un sensible à quelque chose, voir ta pression sanguine, des choses comme ça peut être intéressant. Mais pour lambda, est-ce que d'abord, moi, ma question, je vous la retourne Ouais. à tous les quatre, est-ce que la montre connectée est un réel marché de masse? Alors, ça dépend ce que tu appelles marché. Un marché de masse, voilà, ça c'est un marché de Pour masse. Apple, Ça c'est un oui. marché de masse. Ça, Apple te Android, dira, vu les chiffres qu'ils ont publiés hier, que ça marche bien. Mais, non, mais est-ce que est-ce qu'on a créé un besoin? C'est ça que tu veux dire? Moi, je suis persuadé que la montre connectée n'est pas un marché de Il masse. faudrait poser la question à tous les acteurs qui ne sont pas Apple, genre Samsung ou autres qui font de la montre connectée, est-ce qu'ils rentrent dans leurs frais? Oui, mais moi, je me méfie aussi d'un truc, et là, je vais être aussi très direct, à Ouais. toutes ces opérations de bundle commercial où quand tu achètes un truc, on te file la montre avec, Ouais. on fait Oui, oui. les chiffres et de tous les côtés. Sauf chez Apple. Sauf chez Apple. Et tout le monde, moi, il y a des tas de trucs, te file la montre, le machin, le truc. vrai. Ah bah oui, ça fait montrer. À un moment donné, quand tu faisais une grosse commande Amazon, tu recevais directement un écho avec ou un truc comme ça Ouais. aux États-Unis. Ah bah tiens, on en vend. Bah oui, tu les vends quand tu as fait 300 € d'achat et c'est comptabilisé avec. Moi, je me Ouais. méfie de ça. Bah, tu auras la Pixel Watch maintenant, à la place d'avoir un Google Mais Home. quelle divination, mes amis. Plus tracker, messieurs. Plus tracker que monde connecté. J'ai eu les deux. Et alors? Moi, je suis tracker. Verdict. En Verdict, vrai- t'as plus rien au poignet. Donc, Non, mais en vrai, le tracker était déjà beaucoup plus fin. ouais. C'était celui de Samsung en l'occurrence, donc pas trop chiant. J'avais pas l'impression d'avoir un truc un peu relou au poignet. J'avais l'avant-dernière Galaxy Watch, donc la 3, c'est ça. Et super sympa, vous savez, celle où vous pouvez parler. Il y avait le bruit comme ça, vous pouvez répondre au téléphone. Ça, c'est la montre Star d'inspecteur Trek. gadget. Voilà, exactement. Et je trouvais ça un petit peu trop imposant. Du coup, c'est pour ça que je la porte plus. Moi, pour Ouais. le coup, j'ai lâché ces trucs-là parce que, en fait, j'en ai eu. À la base, mon intérêt était de ne louper aucune notification. Même quand j'étais en vacances ou trucs comme ça, parce qu'il fallait que je sois très réactif niveau boulot. Sauf qu'après 10 ans de journalisme et 50 CP par jour, je veux en fait enlever toutes les notifications de ma vie parce que j'en peux plus. Il faut régler ça, Donc, ça se règle. ouais, C'est voilà, comme tu pour tout. Bah, ça c'est déjà réglé par le fait que j'ai enlevé la montre, tu vois. Donc, mais je trouve que la technologie est intéressante, mais effectivement, en fait, aujourd'hui, on parle moins, je pense, d'un marché de masse que d'un marché pour les sportifs, les montres fitness ou des trucs Ah oui, comme ça. mais les sportifs, il y a Et c'est Garmin, tout, quoi. qui est Ils ont des leader, vrais qui a montres. Ouais, voilà. des vraies
montres, alors là, Il y a t'as tout dessus, hein. il y a des gros Tu sais quand trucs. tu vas crever et tout. Hein, non, Mais tout, hein. la plupart des montres qui se vendent aujourd'hui, c'est des petites montres fitness ou des trucs comme ça. Tu rajoutes un petit côté un petit peu, j'ai envie de dire bobo, mais pas bobo, Comment tu mais me traites tu vois, direct? Je vais- à la cool, Ok, à la cool, tes news, à la là. cool. Je suis désolé. Direct, Un peu quoi. bobo quand même. on va pas L'agression sortir. Non, directe. C'est énorme. À dépasse côté, un peu- on tu dépasse rajoutes un un peu les côté bornes, cool, monsieur. un côté fitness comme ça, et t'as l'Apple Watch à peu de choses près qui vaut son pesant de cacahuètes quand même. Enfin, elle est Moi, assez, moi, j'étais assez très onéreuse. montre et j'avoue que je m'en sers énormément. Mais ça, Plus de bracelet. je pense que les montres connectées, c'est vraiment, faut en prendre possession. Tu peux pas décider d'acheter Oui. une montre sans savoir ce que tu vas en faire. Oui. Moi, je Ouais. fais pas de sport, Oui. par exemple. Enfin, je fais pas de sport, pas avec ma montre particulièrement, et pourtant, elle me sert tout le temps. Et du coup, Donc, tu l'utilises comment Enfin, ça a été quoi ton pouvoir laisser plus facilement mon smartphone dans mon sac et ne vraiment reprendre c'est que ce que quand j'aimais je suis quand je l'avais aussi. Ouais. quand je suis dérangée. Mais les notifs, en effet, si tu ne les customes pas, tu es sous l'eau. On avait un petit sondage dans le chat pour savoir si ça vous intéresse, cette Pixel Watch Ah oui, or oui, not. oui. Est-ce qu'on a un petit résultat ou pas? Dites-moi donc, en régie. Ça n'intéresse personne, c'est ça? Donc ok, c'est le verdict. Comme en C'est plateau. pas un marché de masse. Non mais j'ai décidé. Non mais j'en sais rien en fait. On a Je dis ça, mais j'ai pas. Non à 76%. Ah ouais, Merci les loulous. Vous êtes d'une violence. Non mais Non, c'était non, mais la Pixel Watch. Hein. C'était Ah, mais particulier, même, c'était sur la même, Pixel Watch. c'est la même chose, c'est dans l'obédience, c'est dans l'écosystème des montres. Pépé a dit non, donc tout le monde dit Mais non. quoi. non, J'ai c'est pas compris ça, le truc. mais non, mais pas du tout. Oh, Oh non, mais l'influence du gars, non, quoi. T'as vu Oh là là. non. La Scanwatch chez Weezings, oui, et bien exactement, très bon modèle, la Scanwatch chez Weezings, qui est une montre vraiment à Ah, la voilà, croisée la des chemins Garmin. pour le coup. Garmin, génial, c'est la génial. Phoenix 7 est formidable. Là, on vient de finir le test Ah, mais et c'est vrai que elle est haut de gamme. au niveau, Sublime. moi je parle par exemple pour la Galaxy Watch, alors avec le système de roulettes que tu as qui te permet d'aller sur des applications, au bout de 6 mois d'utilisation, je m'étais toujours pas approprié le truc. Mais c'est C'était pas naturel, il y avait encore des fonctionnalités. Et pourtant, je suis un peu geek dans l'âme, donc j'aime bien aller fouiller, essayer de comprendre ce que je peux faire avec ma montre, bidouiller même, limite faire n'importe quoi avec pour voir ce qu'elle a vraiment dans le ventre. J'étais en mode, bon, au bout de 6 mois, mec, tu t'es toujours pas approprié ton produit, c'est chiant. Et du coup, tu as un désintérêt et t'as pas l'impression qu'il t'appartient. Ça fait partie de ton quotidien, donc tu le mets un peu de côté au fur et à mesure. Après, j'avoue qu'il y a quand même un truc qui m'avait fait vraiment kiffer, que j'avais mis le codec de Metal Gear à la base en truc. Et ça c'était vraiment. Le kiffant. geekos, quoi. Excusez-moi, Même mais les vraies valeurs. Voilà. On dit les montres Android ont de gros soucis d'ergonomie. Je pense aussi, et d'autonomie un peu, mais ça c'est toutes les montres connectées. Ah oui. Pourquoi tous les fabricants y vont alors si c'est pas un marché de masse? Parce qu'ils tentent tous le coup, du moment qu'il y en a un qui va, bah, ils plongent tous derrière. Tu connais les moutons de Panurge, c'est la même chose, ils tombent tous. Non, je rigole. Non, mais. Pépé, il a décidé d'être vénère avec tout le monde aujourd'hui. Je vous préviens, Mais c'est non, génial non, cette émission. mais c'est vrai, je trouve que Apple a pris vachement d'avance parce que moi, j'avais essayé la Apple et c'est celle qui me semblait la plus plausible, si je puis dire, quand je l'ai eue. Mais j'ai pas eu envie de la garder malgré tout. Mais c'est celle C'est qui pas me montre. paraissait. C'est pas montre. Tu l'as pas remplacé par une montre Bracelet. horlogère. Moi, ça, très vite bracelet ou montre Garmin. S'il faut y aller à fond, comme je suis quelqu'un qui marche, Ouais. qui bouge un peu, ça serait la montre Garmin. Mais tu la mettrais tellement PLS, l'Apple Watch aussi. T'as vu comment t'arrêtes jamais? Elle a pas l'autonomie pour te suivre, c'est pour ça. Quelle abomination, laissez-moi sortir. Mais bon, ok, Pixel Watch, vous pouvez continuer de la perdre chez Google. Visiblement, ça n'intéresse pas grand monde. C'est bien dommage. On verra ça. Réponse on verra peut-être ça le au mois de 11 et mai. 12 mai, du coup. Moi, j'y crois pas trop, Google I.O., qui est quand même la compte Ah ouais des développeurs pour ceux qui ne savent pas, où vous allez savoir Android 13 à quoi ça ressemblera. Ouais, mais D'accord. peut-être que, tu vois, j'arrive plus à me souvenir, c'est Android Wear. Oui, je crois Wear qu'ils l'ont OS qui était renommé. là-bas Wear ouais. OS. Pour présenter des nouveautés, parfois ils lancent un nouveau produit en même temps. Il y avait les Nexus à l'époque, ou des trucs comme ça. Quand c'est pas des smartphones ou des ordis, généralement ils peuvent se permettre de lancer un petit truc. Puis ça, Voilà. ça a fuité. Puis là, là, c'est ils le moment peuvent y de- aller, voilà. tout le monde. Ça a Voilà, oui, fuité. de toute façon ils n'ont plus le choix là, en vérité. C'est pour ça. On va parler d'une autre marque qui fait des montres et qui fait aussi beaucoup d'objets Qu'est-ce qu'ils ne font différents pas, en et vérité variés. Que ne font-ils pas? Je parle évidemment de Xiaomi et qui là, donc, après avoir à peu près tout sorti, eh bien non, il leur reste une catégorie qui est donc La Protect. manette gamer, parce qu'en fait, faut voir que en Chine, le constructeur Xiaomi est aussi un gigantesque incubateur en fait. La plupart des produits qui justement ils sortent, les brosses à dents ou les trucs comme ça, en fait c'est comme des genres de branches de Xiaomi qui créent ces produits avec leur propre marque, sauf que quand ça arrive en Europe, quand ça arrive en Amérique, c'est toujours sous le pavillon Xiaomi, donc on se rend pas nécessairement compte de ça. Et ils ont aussi leur propre plateforme de crowdfunding. Je vais pas dire le nom parce qu'avec l'accent français, ça donne une insulte qui est pas ouf, mais où ils ont lancé leur propre projet de manette gamer. Donc la Xiaomi Gamepad Elite Edition qui a été totalement financée. Oh, bah dites donc Ah ouais, Bah, dis donc, c'est la Elle même ressemble- On a l'impression Alors- qu'on a mixé deux manettes, dis donc. comment on veut dire c'est un sorte de mix entre la DualShock 4 et la Xbox Elite. Elite C'est pas très joli. Hein.
tu me permets. C'est particulier, on va dire. Alors, pour dire quand même toutes les caractéristiques, on a les touches classiques, on a un stick asymétrique. On va lâcher le pépé dans 2 secondes, là. La manette, elle va prendre très très cher. Aujourd'hui, je suis mauvais aujourd'hui. Pépé, dis les termes que le peuple Il faut réclame. dire les termes, Pépé. Pépé, le chat est d'accord avec toi. Je vois déjà du scellé qui part. C'est dégueulasse. Enfin, Ah ouais, Moi, j'ai les envie cheveux de maquillés dire ouf. qui c'est qui a fait ça, qu'il a pas recouvert. Mais c'est moi, c'est gratuit. Non, mais c'est quand même pas très joli. Donc voilà, les touches classiques, les sticks asymétriques, mais avec quand même le stick PlayStation en bas plutôt que placé. en dessous, là. La croix directionnelle en coupole que tout le monde a détesté sur la Xbox et des raccourcis sur les manches en fait de la manette. Donc pour ça c'est généralement bien apprécié, sauf que le placement est assez étrange. Je peux me permettre, on dirait enfin, ils ont rassemblé tout ce qu'il y avait de mauvais sur plein de manettes et ont tout mis sur celle-là. Ils sont go de ligne dans le Excel en fait. T'as l'impression d'avoir des contrôleurs. Oui, c'est dégueulasse ça. Moi, je me sens pas l'idée de faire ça. C'est invasif de ouf. Ça fait bizarre. Encore quand c'est sur le dos, vraiment le dos, ça va. Oui, le dos complet. C'est pour ça que généralement tu as des Et là, en bas, sur le t'as pas côté, c'est un bizarre. gros bouton, Est-ce qu'on pourrait avoir le visuel, Borvo, s'il te plaît, là, parce que c'est juste on a quand même du stick asymétrique, mais non, des poignées qui dépassent, mais non, des boutons qui traînent. Les boutons ont l'air énormes en plus. Mais c'est On a encore bien plus beau. sûr le petit clip, voilà, pour aller jusqu'au bout du truc, il y a un petit clip pour les smartphones, c'est de l'USB-C pour la charge, c'est en Bluetooth 5.2, il y a des vibrations du gyroscope, compatibilité Windows et Android, donc quand même Rassure-moi, on peut mettre un casque quand même. Tu vois dans le chat, qui disent ça se trouve c'est bien parce que c'est vrai, on est en train de critiquer ça un peut design. être très Ça se trouve que dans la main, peut-être que ça tourne. J'ose espérer. Mais moi aussi. J'ose espérer, mais le design, c'est laid. Je suis curieux de la prise en main et du poids. La prise en main et du poids et de cette manette là en bas. Mais vous n'êtes pas curieux puisque c'est juste la prise en main d'un DualShock. Vous savez déjà ce qu'est une DualShock 4 en fait. C'est l'exacte même forme ergonomique que la DualShock 4. Avec des extensions, avec des extensions cheloues, mais tu vois, voilà, cette version-là, ça ressemble vraiment en termes de prise de main à la manette PS1 sur la forme, à la DualShock 3 ou 4 comme on veut. Les arrondis du cul comme ça un petit peu plus large, c'est la DualShock 4 qui l'a ramené. Faut essayer parce qu'elle sort en France ou pas? Faut essayer. Que nous on puisse essayer pour dire au loulou un petit peu. Pour l'instant justement, c'est comme je l'ai dit, je le répète, c'était du crowdfunding en Chine. Donc pour le moment, c'est que ça a été validé, ça a été financé, ça ressortira bientôt. Le prix Early Bird était à 329 yuan, ce qui fait 47 € hors taxe. Mais ça, c'est un prix Early Bird et c'est hors taxe qui plus est. Elle va être à l'équivalent d'une manette PlayStation. Ça va être 70 voilà. Et rien ne dit que ça sorte, qui plus est en Europe ou en Amérique, parce que ça, pour le coup, faut voir que Xiaomi a une palanquée, mais littérale, de produits qui sortent en Chine, et nous, on a peut-être 20%. Et on a déjà énormément, mais on n'a que 20%. J'en ai vu un, la chaîne Mou, dans le chat qui est partant. Parce qu'en plus, en fait, j'ai peur que les sticks, on soit perturbés. Ceux qui ont l'habitude des manettes PS5, enfin des manettes PlayStation soient perturbés, ceux qui ont des manettes Xbox soient perturbés. J'attends de voir. Moi, c'est vraiment le placement des sticks qui me rend, des joysticks qui me rend fou, parce que le principe de la symétrie d'Xbox, c'est que du coup tu es plus précis. Vraiment, ça fait plaisir. Le principe de la symétrie sur PlayStation, c'est que tu libères rapidement la croix et tu peux être plus précis sur la croix. Là, t'es à la croisée des chemins. Mais là, en fait, comment tu fais pour viser avec ce stick droit qui est gavé loin de. Mais moi, ce stick droit, il me perturbe. Il est trop central. Mais en même temps, je comprends pas. Il faut l'avoir en main, effectivement, pour savoir. Ouais, c'est clair. On sait jamais. Mais oui, là, pour le coup, pas emballé, mais en même temps, Xiaomi a quand même fait des très bons produits. Oui, puis je suis curieux. Donc je suis curieux. Pas emballé, mais curieux. Ouais. Disons que si je l'achète pas, je veux bien l'essayer. Tu vois, c'est ça globalement le truc. Message à Xiaomi. Théo, tu joues ou pas? Je suis pas un gros gamer, non. C'est vrai, donc là, nos considérations de manette. Je suis resté sur la GameCube. Ah ouais, donc là, la manette. Ça a peut-être moins perturbé la manette. Ah mais non, c'est un génie d'ergonomie la GameCube. Donc là, nous, on a des problèmes entre la Elite ou la DualSense, si tu veux, là, il se pose pas la question. Là, clairement. Oh, moi, j'ai déjà connu la perfection, excusez-moi. On a donc le chat un peu partagé, j'ai l'impression aussi sur cette manette. Finalement, tout le monde veut voir à quoi ça ressemble en main. Donc on verra bien, hein. Mais la croix, elle me perturbe, moi. La croix et le stick droit trop central. La croix en coupole, là, la croix qui perturbe. La croix, c'est perturbant. La croix en coupole, l'Xbox a déjà essayé. On a tous dit que c'était la grosse, que c'était naze. Mais c'est bien parce qu'ils ont pris les 8 positions. Mais les gâchettes ici perturbent aussi. Les gâchettes hyper en dessous, là, ça me fait bizarre. On n'est pas habitué. Ouais, on verra. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'on nous dit? 47 €.
le prix de la manette. On a déjà dit 47 € le prix de la manette hors taxe. Attends, qu'est-ce qu'il nous dit? Attends, 47 €, ça se trouve, on peut déjà se la récupérer. Hein. Non, parce qu'elle a été crowdfundée, donc pour l'instant, elle n'est pas produite en fait. Elle a juste été validée pour production auprès des gens qui ont financé le projet, tout simplement. Remarque dans le chat, j'ai l'impression que la croix et le stick sont interchangeables. Alors, je vois pas comment, mais si c'est Au secours, j'ai peur que ça me perturbe encore plus. Ou alors c'est la croix et le stick central. Mais après, en tout cas, de voir Xiaomi se lancer sur des accessoires gamers, ça va être... Très bonne réflexion là, dans le chat. Je suis gaucher, j'achète. J'étais en train de me poser la question. Je ne saurais si dire. En fait les gauchers, là je fais un appel aux gauchers du chat. Si en effet ça peut ne pas être, je sais pas si d'avoir ce décalage c'est moins gênant dans ces cas-là peut-être dans les sensations. Je saurais pas dire. J'étais en train de me poser la question, donc je suis contente qu'il y ait un gaucher qui nous signale le problème. Bon, on verra bien quand ça arrivera en France. On verra bien, curieux. Quoi qu'il arrive, si c'est un premier pas et qu'après Xiaomi commence à faire aussi des manettes... Ils vont faire une console derrière. Une console, peut-être. En vrai, ils ont leur plateforme Android TV, là, les petites Mi Box. Fondamentalement, ils peuvent transformer ça en une console très facilement, une console avec des grands... Des consoles. Mais sur les accessoires, il y a un terrain à prendre, particulièrement avec le cloud gaming, avec les plateformes toujours plus ouvertes. Donc, quand même assez cool. Que 20% des produits qui arrivaient ici et que sur le territoire chinois, c'est gigantesque. Donc, il y a plein de trucs peut-être qu'on ne sait même pas. Ah oui, qui sont déjà des accessoires autour du gaming, autres que ça, qui sont déjà en vente sur place. C'est monumental. Parce qu'ils sont obligés de faire un tri, parce que c'est tellement c'est une culture générale et nationale qui sont mis sur place. Ils font de tout. Ils ont été connus par les trottinettes, mais tellement de choses. Ouais, non, mais ils ont plein de trucs. Pour la maison connectée là-bas, c'est monstrueux. Les stores là-bas apparemment sont monstrueux. On connaît 2-3 modèles d'ampoules. Chez eux, il y en a bien 30, quoi. Ne serait-ce que ça, quoi. Tu vois, donc, pour être sûr de tuer toute concurrence. Et les petites batteries. Il y en a des petits wagons. Ils ont même des trucs pour le jardin. C'est des luminaires LED pour le jardin. Ils font vraiment de tout. Xiaomi, c'est un truc de malade. Ah mais bon. On verra. Et ça, au moins, ce sera la surprise, cette manette. On verra bien. Pour jouer peut-être sur votre futur projecteur Sony, dont Pépé va nous parler, avec votre magnifique manette. Comment est-ce qu'on jouera alors? Sur quoi? Alors justement, on va en parler, parce que Sony, c'est une marque que j'aime beaucoup. En vidéoprojection, pour moi, c'est des dieux quand même. J'étais gamin, je rêvais devant les tritubes Sony. J'en veux un, ça coûte une blinde et tout. Et c'est vraiment les rois. Et là, ils ont des grosses gammes qui existaient déjà, mais en secteur professionnel, avec des produits qui étaient très très bien, mais le ticket d'entrée était très très bien aussi. Et voilà. Et c'est très rare que Sony fasse évoluer ses gammes. Ils prennent leur temps. C'est une marque en secteur pro. Il faut savoir que la vidéoprojection n'est plus en secteur grand public, elle est en secteur pro chez Sony, mais des produits vendus dans le grand public par le secteur professionnel. Ça fait l'aller-retour. C'est pour le grand public, non finalement. Oui, c'est ça. Mais maintenant, ils se dirigent vraiment vers un secteur professionnel, mais grand public. Alors, ils lancent 2 nouveaux modèles. Alors, les modèles sont des modèles qu'on attendait depuis longtemps parce qu'ils remplacent, pour les gens qui auraient ces produits ou qui les connaissent, le 290 ES et le 790 ES qui étaient des monstres, des bêtes de compétition. Pour les gens qui ont eu la chance de le voir, ces produits, c'était de la folie furieuse. Et ce sont les rois de ce qu'on appelle le SXRD. On va faire très très vite. Je pense que Florian doit avoir... Voilà d'abord comme ils sont beaux là, mais puis discrets chez toi en plus. Des trucs petits comme la manette de tout à l'heure. On les voit à peine. Donc tu as ça chez toi, tu dis bon ok, tu sais ça va cracher de l'image. Et en effet, voici les remplaçants du 290 270 ES. Voici le XW5000 et le XW7000. Alors je fais directement, je ne vais pas faire le truc du tarif, il faut le faire deviner parce que bon, on a 2 ans. Alors le plus petit, celui qui coûte le moins cher, vaut 5900. Celui qui coûte mais oui, mais vous me connaissez. C'est le ticket d'entrée, ça? Yes. C'est pas cher, c'est honnête. C'est cadeau. C'est OK. À l'échelle PP, sur l'échelle PP, c'est accessible. C'est tellement ça. Là, on est dans la gamme accessible. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, j'ai ça à vous proposer. L'entrée de gamme sur l'échelle de PP, c'est ça. Mais alors, faut savoir il y a un code promo ou pas? Tout à fait. Code promo. Avec l'odeur. Les précédents commençaient, ils ont fini leur carrière à 4490, donc là, ils lancent un 5900. Alors, il faut savoir que Sony sont les rois des panneaux SXRD. Alors, il faut savoir que c'est une technologie d'image qui appartient donc à la base, c'est du LCD. Est-ce qu'il y a une petite image qui permet de montrer le
SXRD ou pas, c'est pas grave. C'est du LCD réflectif. Ce sont les rois du SXRD. Sony, voilà, c'est ce chemin de lumière, mais c'est merveilleux. Donc là, tu nous traduis parce que là, en effet, on trouvait déjà que ça faisait des croiseurs Star Wars voilà, avant. Là, on est complètement sur l'étoile noire. C'est trop mimi. Alors, vous voyez, donc ça, c'est les matrices. Elles sont merveilleuses. Je n'ai jamais vu des matrices aussi belles. Alors, les matrices, il y en a 3. C'est R, V, B. Et voilà. Ne touche plus à rien, mon petit Borloo, c'est merveilleux. Là, tu t'aperçois d'un truc, c'est que le LCD, là, tu peux pas. C'est du réflectif. C'est-à-dire qu'en effet, la matrice n'est pas foncièrement transpercée. Il y a une réflexion dessus. C'est le SXRD, c'est des réflectifs qui existent chez JVC, qui existent chez Pioneer, sous le nom de Elcos et tout. Et là sont les rois du SXRD. Donc ils ont fait, par contre, ils ont mis 2 ans à créer de nouvelles matrices. Parce que les précédentes en secteur pro étaient du vrai 4K, et cette fois-ci c'est de l'Ultra HD, donc du 3840. Donc c'est une toute nouvelle matrice qui, paraît-il, sont plus résistantes dans le temps. Parce que figure-toi, Melinda, qu'il y avait quand même un adage autour du SXRD qui, paraît-il, avait des problèmes de colorimétrie, qui vieillissait un peu vite, contrairement au LCD classique, qui vieillissait moins vite. Donc ils ont dit, fini. Maintenant, ils ont travaillé 3 ans. Oui, ça peut réveiller un petit peu. Hein. Ils ont dit, on a travaillé 3 ans sur le produit, on vous garantit que vous gardez la lumière, le contraste, la fluidité, la texture, c'est plus résistant dans le temps, donc c'est une nouvelle matrice. Donc on va s'attacher un petit peu au moins cher des deux, donc au 5000. Alors par rapport au précédent, il a perdu son zoom motorisé, son focus, parce que dedans, figurez-vous que pour la première fois dans la gamme Sony à ce prix-là, il y a une projection qui est faite avec du laser. C'est-à-dire qu'avant, c'était la lampe Mercure, hein, le truc. Maintenant, hop, à 6 000 €, c'est peut-être très cher. C'est cadeau. Non, mais Linda. Non, je me moque. Non, mais you are right, Melinda. Le truc d'avoir à la fois du SXRD, le travail de Sony qu'on va voir maintenant avec du laser, c'est donné. Parce que c'est des produits qui coûtaient beaucoup plus cher que ça. D'ailleurs, celui qui est à 14 000 € a également ces mêmes matrices et du laser. Mais autour, il y a 14 000 €. 14 000 pour €. tous les gens qui s'inquiètent dans le chat du 5 900 € là, 14 000 €. Il a dit. Non, le 5 900 €, c'est le début de gamme qui n'a pas de motorisation. Le début de gamme, hein, ouais. Je vous l'avais dit, c'était l'entrée de gamme. Mais c'est l'entrée de gamme chez C'est Sony. entrée de gamme PP. C'est-à-dire que pour entrer dans le club, il faut avoir au moins 5 900 € sur soi. Chez Sony, il fallait 4 500 déjà pour avoir des SXRD. Okay. T'as la livraison gratos. Il y a du laser qui est là. Donc le produit en lui-même est donc un produit qui dispose cette fois-ci le cerveau, ça va parler à tout le monde. Le cerveau, c'est le X1, c'est-à-dire que le X1, c'est ce qu'il y a sur les téléviseurs Sony, qui est adapté pour la projection et qui fait tout à bord. C'est-à-dire qu'en effet, il fait la réduction de saccades, tout ça. Ils ont vraiment retravaillé le cerveau dans le X1 à bord. Cette fois-ci, donc le 5000 a un zoom et un focus qui sont manuels avec un lens shift, donc on peut bouger l'optique, monter, descendre de tous les côtés pour installer son projecteur comme on veut. Tout va bien avec le X1 à bord. Ils sont HDR10 en même temps avec un data processing et on va aller très très vite. Ils sont pour le gaming. Ah, mais la PS5 n'est pas fournie avec. Désolé. Et c'est la première fois que dans cette gamme-là, on a des produits qui sont réellement gaming 4K, 120 images par seconde avec 21 millisecondes de latence et ça monte à 120 FPS en 2K. Ce qui, pour de la projection professionnelle de ce type-là, est une prouesse. Ce n'est pas les caractéristiques Acer ou autres des petits produits. Oui, non, c'est propre pour du Tu rappelles que c'est bien un produit professionnel. C'est un produit professionnel vendu dans le grand public. Voilà. La subtilité. Mais toute la gamme Sony XXRD est à la base pro, vendue en grand public, mais peut être utilisée en professionnel. Pourquoi ce positionnement du coup ? Parce que c'est d'autres divisions, c'est-à-dire que le grand public n'a pas pris la partie vidéoprojection, c'est géré par c'est l'ensemble de la division qui est gérée par le professionnel. C'est le professionnel qui gère, à ma connaissance, qui gère cette partie-là pour la projection. Donc les produits seront en vente, je pense, dans peu de temps, parce qu'on a eu le communiqué. Moi, j'ai eu la chance de les voir. Pas qu'il se presse, hein, ça ira. Mais moi, j'ai chialé. Un petit peu de temps avant de mettre 5000 balles de côté. Appelez votre banquier. Moi, je suis rentré Peut-être que la manette, elle est peut-être trop, la manette Xiaomi est peut-être trop. Voilà. Alors, le petit n'a pas la 3D, le 5000 n'a pas la 3D, le 7000 a la 3D. Ils ont 2 ports HDMI, bien sûr, celui qui est le plus gros, a tout dessus, à la motorisation, tout ce qui va avec. Et donc, moi, je suis rentré, j'en ai vu un fonctionner. J'étais à Lourdes, j'étais en train de chialer, j'étais avec l'eau bénite, je veux dire. Il y a tout. Le rêve. Si vous voulez se faire rêver, Pépé, voilà, prenez ça. Ces produits-là, moi, ça me laisse sans voix parce que c'est incroyable. Même si, en effet, les prix, Mélinda, c'est vrai, c'est cher. Mais quand ça ce ticket d'entrée pour un produit pareil, mais t'es même pas... T'as un produit, tu ouvres une salle de cinéma avec. Tu ouvres une salle de cinéma avec ça. Voilà. Rendez-vous tous chez Pépé. C'est ça la conclusion de cette présentation. Oui, bien sûr. Voilà, donc ils arrivent. Si vous avez envie de vous faire plaisir, je rappelle les références. XW5000, XW7000 chez Sony, matrice SXRD, 4K dans Ultra HD avec du laser en source d'émission. À partir de 5 900 999 € et le suivant 14 000 €.
Le suivant. Ils ont pas osé en faire un au milieu. Entre les deux, ça n'existe pas. Mais bon, merci de faire. Ultra riche. C'est là, t'es riche ou pas, quoi. L'info de cette semaine, qui est peut-être passée un peu sous les radars de beaucoup de monde, mais qui va être très intéressante, c'est qu'il y a un décret qui a été signé mardi autorisant la création d'une identité numérique, c'est-à-dire une identité qui sera utilisable en ligne pour accéder de manière sécurisée aux services publics et services privés, pas seulement les services publics. Alors quand on dit services publics, c'est les impôts et tout le tout-team. Eh bien, Otaxou, dis-nous en plus. Tu as un peu tout dit, effectivement. Le 26 avril, un nouveau décret a été publié pour créer un nouveau service qui s'appelle le service de garantie de l'identité numérique, ou SGIN. Alors, en fait, au bout, il s'agit de créer une application mobile qui pourrait scanner les informations de la nouvelle carte nationale d'identité biométrique grâce au NFC d'un smartphone. Et avec cette application, qui a du coup ces infos, on a le nom, prénom, date de naissance, photo, adresse mail, adresse postale. On pourrait se connecter à des services publics et privés. L'important, c'est qu'il n'y a pas là-dedans, par exemple, l'empreinte digitale, dans tout ce qui est biométrique. En fait, le but de l'application est de permettre à l'usager notamment de générer des attestations électroniques comportant les seuls attributs d'identité dont il estime la transmission nécessaire aux tierces de son choix. En gros, l'idée, ce serait fondamentalement de dire que pour tous les trucs qui te réclament ta carte d'identité, tu pourrais dire je t'envoie juste cette attestation avec le peu d'infos, limiter un peu quelque part les infos qu'on pourrait transmettre à des organismes, essayer d'avoir un contrôle un petit peu plus fin sur la sécurité de ces infos personnelles, tout simplement, en prime bien sûr de pouvoir accéder à des services étatiques, parce que l'État en fait le gouvernement continue, fait de gros efforts de numérisation de l'administration française, et ça faut bien noter qu'en fait c'est la deuxième étape d'un premier projet qui avait été créé en 2019, qui était l'ALICEM, où ils voulaient faire pareil mais avec le passeport biométrique et surtout avec la reconnaissance faciale. C'était un peu le hic du problème. Ça a été le Bronx, très clairement. Il y a eu levée de bouclier absolu, parce que l'idée était que non seulement tu aies ton passeport biométrique, mais qu'en plus que tu devais fournir du coup à l'État un scan de ton visage, tout simplement, via l'appli. En fait, il prenait sur ce premier projet, qui est d'ailleurs abrogé avec celui-ci, il prenait, l'idée était d'enregistrer votre visage pour justifier en fait de votre identité. Mais en plus, ce qui était drôle, c'est qu'on vous demandait de faire des petits mouvements, pour être sûr qu'on vous reconnaisse à chaque fois. Et donc ça a posé problème. Ça a posé problème justement sur cette base de données là-dessus. Alors on nous demandait si j'ai vu dans le chat passer une question sur est-ce que ça va arrêter France Connect. Non, l'idée est d'être un complément numérique. C'est un peu, si vous voulez, dans l'idée. Du même truc, quoi. C'est un peu comme idée. C'est la même idée, c'est surtout comme Microsoft Authenticator ou Google Authenticator, c'est-à-dire c'est une justification à côté de votre identité. On a besoin pour accéder parfois à certaines plateformes privées. Exactement. Et l'idée, c'est que tu n'es pas, tu es dessus tes informations pour ta carte vitale. Tu as tes informations. Tu vois, en fait, c'est un peu ça l'idée, c'est que quand tu as besoin de donner juste ton nom, ton adresse, tu n'as pas besoin de donner ton numéro de téléphone, ton adresse mail et tout. Ça sélectionnera vraiment une seule partie. Et pour la petite histoire, pour avoir beaucoup travaillé sur ce sujet-là, en fait, on s'inspire de l'Estonie, figurez-vous, qui est l'État numérique le plus avancé en Europe. Eux, ils ont une vraie e-identité depuis la naissance. En fait, depuis la naissance, pour ceux qui naissent maintenant. L'idée est de donner en fait une carte d'identité numérique à tous les habitants. Et eux, ils ont genre 90% de l'administratif qui est en ligne. C'est-à-dire leur carte d'identité, leur carte d'identité regroupe la carte vitale, le permis de conduire, la carte d'identité, votre passeport, enfin tous les documents administratifs en fait sont là-dessus. Et alors ça va commencer à flipper hack et compagnie. Pour vous donner une idée de la sécurité là-bas, la cyberdéfense de l'OTAN est hébergée en Estonie, est gérée en Estonie. Donc les mecs ils sont assez carrés sur le truc. Et en fait en France depuis 3-4 ans, on s'inspire beaucoup du modèle estonien pour voir comment est-ce qu'on peut arriver. Et en effet, vous remarquerez que depuis quelques années, on essaye de numériser de plus en plus de services publics. France Connect est un bon exemple de ça. France Connect est un bon exemple. C'est un peu chiant la première fois, on va pas se mentir, à utiliser, parce que souvent, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas du tout synchronisé tous nos trucs. Mais voilà. Donc l'idée n'est pas d'être fliqué, parce qu'il y a l'idée de faire comme en Estonie, où ils ont un gendarme en fait indépendant qui supervise toute l'utilisation pour éviter justement de faire
une base géante de données. On n'est pas dans 1984, quoi. C'est un peu l'idée. Ou en Amérique. Voilà. Mais oui, en Non, fait, mais c'est ça le truc. C'est pour ça qu'ils ont fait évoluer et qu'ils ont abrogé la LICEM de 2019 par ça. C'est justement parce que LICEM avait cette idée de potentiel dérapage. Parce qu'on filait quand même des infos hyper privées sur le truc, alors que là, ils ont vraiment dit direct, il n'y aura pas l'empreinte digitale, vous inquiétez pas, on pourra sélectionner les trucs, et l'idée est vraiment d'être très très précis quand tu files des infos à d'autres. Donc pour le coup, je pense que c'est une plutôt bonne initiative. À voir, en fait, c'est quelque part un peu, je trouve, une étape évidente de l'évolution de la numérisation de l'administration française. Moi, ce qui me rend curieux, c'est quelle va être l'étape d'après, du coup. Maintenant qu'on a les passeports biométriques, maintenant qu'on a la carte d'identité biométrique, maintenant qu'on dématérialise un petit peu tout, je pense que post-Covid, où on a tous eu l'habitude de ça... J'espère pas. Minority Report. Non, mais n'oublions pas que, alors pour ne pas effrayer tout le monde, ce ne sera accessible dans un premier temps que pour ceux qui ont la nouvelle carte d'identité biométrique. Combien l'ont ici ? Non. Je suis à l'ancienne. Eh ben, tu pourras avoir accès sur ton smartphone. Et c'est pas obligatoire. Et ce ne sera pas obligatoire. Et il n'y aura pas de service inaccessible si vous ne l'avez pas, parce qu'en plus, dans un premier temps, évidemment, ce n'est ouvert ça ne va être ouvert qu'à Android, parce qu'Apple là-dessus, il canasse, donc c'est pas gagné encore que ce soit dessus. Mais voilà, il y avait un essai qui devait être fait, je me souviens à l'époque, à La Réunion, où ils voulaient tenter de numériser comme ça tous les services et d'avoir une identité numérique. Donc il y a, je crois qu'il est toujours en cours, un protocole d'essai là-bas. D'accord. Je pense qu'on serait tous contents de ne plus se taper la paperasse administrative française absolue où il faut chercher les formulaires comme dans Astérix. Mais après, c'est vrai que... C'est ça l'idée. Voilà, c'est l'idée. Maintenant, effectivement, il faut quand même qu'on soit attentif à quelles données on donne ou non, etc. Là, ça a l'air d'être assez propre pour le moment. Donc justement, à voir comment ça évoluera. Mais on pourrait se détendre un petit peu avec l'administration. Ce serait pas mal. En France, ce serait pas mal. Ouais, si on pouvait recouper les informations, ça éviterait les doublons. Mais ça éviterait aussi la fraude. Et ça, c'est un autre sport national. Donc voilà. Eh ben, on verra. Et dans le chat, j'ai vu qu'il y avait un sondage qui passait. Est-ce que ça intéresse les gens d'avoir leur carte d'identité sur leur smartphone ou pas ? Eh ben voilà. Eh ben très bien. Et vous êtes très bien dans le chat. Les gens qui préfèrent avoir leur carte sur leur portable aussi, pareil. Et c'est vachement plus simple. Mais plutôt qu'avoir des papiers à sortir tout le temps. Eh ben on verra ça. Alors je vois qu'à La Réunion, on me dit jamais entendu de ça. Il faut se rapprocher d'une association qui s'appelle Notre Futur. Donc voilà, si notre ami Jacques Ster est réunionnais, tu vas te renseigner auprès de l'association Notre Futur qui travaille et essaye d'évangéliser pour que ce soit justement mettre toutes les administrations à La Réunion. Il y en a qui préfèrent le papier apparemment encore. Mais l'un n'empêchera pas l'autre. Vous pourrez toujours remplir vos petits formulaires. Oui, là, quoi qu'il arrive, pour l'instant, c'est sur une base de volontariat quelque part. Exactement. En fait. C'est la discrétion de chacun. Donc voilà. Bon, on va parler de l'homme de la semaine, celui qui parle tout le temps, jour et nuit, et qui vient de s'acheter un magnifique service de communication nommé Twitter. L'homme qui possède le plus de moulins au monde et qui la pose comme ça, bim, et je décide de racheter Twitter et du coup je rachète Twitter tout simplement. C'est Elon Musk. Alors en réalité, on va un petit peu rappeler les faits. Il a pris des parts dans le capital de Twitter et s'est rendu compte, selon lui, du potentiel incroyable qu'il y a. Quelques jours après, ce potentiel est incroyable, mais il est trop bridé, il faut absolument le débloquer. Je suis l'homme qui peut débloquer et libérer le potentiel. Fais attention à ce que tu dis. Je me sens pas bien là. De Twitter. Derrière ça, très rapidement, au moment où il rentre dans le capital, il était question qu'il rentre également au conseil d'administration en tant que président. Puis, M. Elon Musk a senti le flair en se disant « attends, si je suis président du conseil d'administration, je pourrais pas augmenter mes parts de capital dans l'entreprise, je serais bloqué par un plafond. » De go refuser l'offre. Et derrière, il a fait une offre ferme et définitive. Il est arrivé en flexeur en disant voilà, je vous propose de racheter Twitter pour 44 milliards de dollars. C'est ma seule offre définitive. Et si vous la refusez, je retirerai mes billes du coup en tant qu'actionnaire majoritaire. Sachant à 9%. À 9%. Sachant que s'il le faisait, forcément, l'action en bourse, lorsqu'il a investi dans Twitter, est montée en flèche. S'il se retirait, l'action en bourse, évidemment, allait chuter. Donc, du coup, depuis lundi... Acceptez ou vous êtes mort. Voilà, donc l'offre a été faite, je crois, il y a peut-être maintenant un peu moins de 2 semaines, parce qu'on en parle, j'ai l'impression, tous les vendredis ici. Et lundi 25 avril... Ouais, réunion au sommet chez Twitter. Exactement, et Twitter a regardé Elon Musk en disant on va accepter, gars. Voilà.
À 54 $ l'action, c'est ça? En fait, il a Exactement. racheté les actions de tout le monde. C'est ça. Il a racheté les actions de tout le monde en évidemment dopant la valeur de l'action par rapport à sa valeur initiale. Et donc depuis lundi, c'est officiel. Il a racheté Twitter. Enfin, c'est officiel. L'offre a été activée par Twitter. Voilà. Le rachat n'est pas encore officiellement acté. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pareil que pour Microsoft, Activision, Blizzard. Il y a eu accord pour le rachat. Mais entre-temps, vous savez, il y a tous les services financiers qui vont plancher sur exactement les dossiers, les documents de la vente, voir si, évidemment, Elon Musk est solvable et peut payer ces 44 milliards $. Alors lui a quand même indiqué, on rappelle, c'est l'homme le plus riche du monde. C'est pas l'homme le plus riche du monde en termes de cash. Il n'a pas cet argent-là sur lui. C'est en termes de portefeuille et d'actions. Voilà. Et de valeur de ses entreprises, notamment SpaceX et Tesla. Donc du coup, il a revendu pour 4 milliards $ d'actions Tesla, je crois mardi ou mercredi, pas de bêtises, et en plus de ça, il a mis de sa poche, 21 milliards $ comme ça, hop, tu vois, Avec ton rétroprojecteur, ton vidéo proche, là. Il prend les deux, et sans code promo. Il te rit au nez avec ton projo, avec sa 5900 €. Il te serre la main avec le petit doigt comme ça. Bon. Il rachète l'entreprise, il rachète Sony pour les faire. Direct. Allez. Est-ce que c'est une bonne chose de voir Elon Musk prendre possession de Twitter? C'est pas une bonne chose parce que alors. Il est arrivé en disant je vais libérer le potentiel de Twitter en annonçant plusieurs choses. On va parler des choses qui sont pour moi positives et après parler de la chose qui est pour moi totalement négative, pour moi et pour tout le monde, je pense, ici autour de ce plateau. Il a quand même dit voilà, je voudrais qu'on élimine les bots sur Twitter qui gâchent tout ce qui est, vous savez, Rocco, concours, etc. Des bots qui popent de nulle part. Bonne chance. Parfois même qui viennent vous faire une proposition d'ajout et de follow et qui gonflent vos stats mais n'existent pas réellement. Ensuite, mettre l'algorithme de Twitter en open source dans l'idée que tout le monde puisse comprendre un petit peu les fonctionnalités, qu'est-ce qui marche sur Twitter, pareil, bon courage. Permettre plus d'interaction entre, évidemment, le réseau social et ses utilisateurs en termes d'interaction et de mécanique, notamment le bouton Edit sur lequel il avait plutôt une bonne idée en termes de temps. Oui, vous pouvez remodifier un post Twitter, mais dans un laps de temps bien défini et avec la mention « ce post a été modifié », évidemment. Là où il a choqué tout le monde, et là où il continue à choquer tout le monde, et dérange même, c'est lorsqu'il affirme, voilà, c'est une plateforme qui est censée être libre en termes de liberté d'expression, je veux unlock ça. Sauf que, on sait que Monsieur Elon Musk, lorsqu'il tweet, a déjà fait des petits dérapages de son côté. Il continue. Et il continue à en faire. D'ailleurs, hop, j'en ai un pour vous. C'est ce que je vous disais un petit peu en off émission. Alors, on n'a pas vu. Du coup, après ce rachat, évidemment, c'est Twittos, ses fans, et lui, se sont amusés à se prendre au jeu de savoir les entreprises qu'il devrait acheter pour qu'il en fasse un petit peu ce qu'il en veut. Et il a tweeté mercredi, Next, I'm begging Coca-Cola to put the cocaine back in. La prochaine fois, j'achète Coca-Cola pour remettre de la cocaïne dedans. Alors on rappellera évidemment que il y en a déjà, ça sert à rien. À la base, voilà, c'est ce que Coca est fabriqué à base de la feuille de coca dont est tirée la cocaïne. Voilà, il faut rappeler un petit peu les détails. Mais le mec vient de racheter Twitter, il l'a racheté lundi. Donc, officieusement, on va dire ça comme ça. Mercredi, il tweet ça. Mec, stop, quoi. Il voulait racheter autre chose. Il n'y avait pas que Coca-Cola qui voulait. Il est parti en vrille totale. Il y avait McDonald's. Voilà, McDonald's. Il s'est fait plaisir. De toute façon, aujourd'hui, il flex sur tout le monde. Donc, il peut se le permettre. Et voilà, surtout que la liberté d'expression en fonction des pays n'est pas la même. Notre code, à nous, déontologique en France, n'est pas le même qu'aux États-Unis. Et chez Twitter, il travaille là-dessus. Il y a des adaptations à la liberté d'expression en fonction des pays. Les règles ne sont pas les mêmes. Donc, en fait, ce qu'il veut faire, lui, il voudrait une liberté d'expression universelle. Elle n'est pas tenable, en fait. Ce n'est pas tenable dans les faits. Il y a quand même un autre problème. Il veut bien la liberté d'expression sur Twitter, mais enfin c'est quand même quelqu'un qui a censuré en interne tous les gens qui voulaient coller des procès. Enfin, il s'est fait coller des procès parce que tous les lanceurs d'alerte, censure tous les employés chez Tesla, notamment quand ils voulaient faire des syndicats et des choses comme ça. Donc c'est un peu. Il y avait un mec qui avait tweeté sur je sais plus quoi, il l'avait traité de pédophile, mais parce que c'était un mec qui n'aimait pas Tesla, etc. Ouais, non, c'est dans le moment où il y a eu des gamins enfermés là dans une cave qu'il a voulu. Mais en tout cas, si on l'écoute, tout le monde aura le droit de dire ce qu'il veut. Il invite tous ses haters à rester. Et j'ai oublié une info, il veut retirer, et surtout la principale, c'est qu'il veut retirer Twitter de la bourse, surtout. Oui. C'est son idée principale. Parce qu'il voulait racheter Twitter, c'est je veux retirer Twitter de la bourse, ensuite je veux m'occuper de la liberté d'expression. Donc voilà. Bon, ça promet, on va suivre ça, mais bon.
comme tu l'as dit toi-même, c'est quand même... Il n'y a pas de souci. Utilisateur de Twitter, oui. Ah bah oui. Quand t'es journaliste... Oui. Non. Mais alors, ce qui est drôle, c'est qu'il y a déjà eu des conséquences à ce rachat. Tous les gros comptes un peu polémiques qui étaient un peu mis sous sommeil ou légèrement discrets ont pris, sans même poster quoi que ce soit, énormément d'abonnés. Donc voilà, comme quoi il y a quand même... En fait, dans ce qu'il dit, il y a quand même une demande. Il y a quand même des gens qui sont en demande de ça. Hein. Et évidemment, des gens qui ont tout simplement quitté, supprimé leur compte Twitter pour ne pas valider ce move, j'ai envie de dire. Voilà. On verra bien à l'avenir. Il a plein d'idées et on verra ce qu'il fait de Twitter pour de vrai. On va finir ces news. Je vais vous montrer un petit produit qui a été annoncé hier, qui est assez inattendu. Il y avait hier le Snap Partner Summit. Alors, globalement, ça ne va pas vous dire grand-chose. C'est l'occasion pour Snap, et donc l'appli Snapchat, de mettre en avant ses partenaires en montrant toutes les évolutions techniques et technologiques sur lesquelles ils travaillent. Alors souvent, c'est le fameux Lens Studio qui permet de créer des filtres. Ouais. Ils montrent ce qu'ils font. Il y a beaucoup d'avancées. Moi, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils sont capables aujourd'hui d'avoir des gens qui parlent en langue des signes, alors langue des signes américaine, et ça s'affiche automatiquement sur le filtre. C'est-à-dire que les gens qui ça, je trouve ça formidable. Mais aussi, après nous avoir montré les lunettes Spectacles, ils nous ont sorti un drone appareil photo qui peut vous prendre en photo ou en vidéo et vous suivre pour faire vos contenus sur Snapchat. C'est un mauvais frisbee ou quoi Alors, j'avoue que quand ils nous l'ont présenté, j'ai cru que c'était une blague. Moi aussi, j'avoue. Et en fait, non, pas du tout. Donc, c'est un vrai produit. Il y a 4 turbines, enfin il y a 4 hélices, comme sur un drone. Vous ouvrez votre main, vous le lancez, il décolle. Il a 4 positions, il peut tourner autour de vous à 360, il peut vous suivre si vous avancez, faire du vol stationnaire. Enfin, ils ont prévu un truc. On ne sait pas du tout l'autonomie, en revanche. Il y a très peu d'infos techniques. Hein. C'est du délire. C'est assez... Ils ont sorti ça de leur chapeau. On l'avait vu fuiter sur la FCC, mais on ne savait pas exactement... Voilà, il est disponible aux États-Unis et en France. Ah ouais, mais il n'y a même pas le nombre d'exemplaires, on n'a pas la dispo. Ah non, mais oui, il est dispo maintenant. Mais je peux tout te donner. Oui, non, mais je veux dire, il n'y a même pas de prix, il n'y a rien du tout. Moi, mais si, je l'ai. Eh ben tu l'as, mais Mélinda, tu es formidable. Écoutez, moi, je n'ai pas réussi à l'avoir. Moi, au monde des produits, j'en parle, 275 €. Alors, disponible jusqu'à ce que mort s'en suive, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de stock. Mais nous ne savons pas quelle est la quantité des stocks. Non, ben voilà, c'est un peu... ils sont dans leur délire encore de comment faire de plus en plus de contenu. C'est rigolo. À voir comment ça marche. Après, je suis quand même d'accord avec Jérôme là dans le chat, ils vont dire un jouet de plage quoi quand même. Alors, mais je pense que c'est complètement un jouet de plage. Déjà, les lunettes faisaient un petit peu jouet de plage. Les lunettes, je les avais ramenées. C'était quand même le truc juste pour prendre des photos pour aller sur Snapchat. Là, évidemment, c'est formidable. Ça va directement dans vos Snapchat Memories. Et vous pouvez faire. Et je pense qu'ils sont à Joliat, on dirait, pour ceux qui connaissent un peu plus au sud. Ouais. Mais voilà, c'est rigolo. Ça fait un peu cheap quand même. Ça fait, moi, alors, est-ce qu'il est déclinable en plusieurs couleurs? Non, il est que jaune Snapchat, visiblement. Alors, j'ai espéré l'avoir pour vous l'amener là, parce qu'il est déjà en vente. Mais bon, on l'a pas eu. Pour voir justement s'il fait vraiment un petit peu plastique. Après, le truc, c'est qu'il montre des adolescentes de, je sais pas, 14-15 piges ou un truc comme ça. Il faut... A priori, s'ils visent cette catégorie de clients, il faut que ce soit un minimum cheap, effectivement, hein, parce que c'est 500 balles de joujou. Oui, mais alors il faut que ce soit un peu paré aux chutes quand même, hein, parce qu'il est censé faire du vol autour de toi. Moi déjà, ça me fait flipper à mort. Moins de coups de vent, surtout, il n'y a plus rien. Tu as tout à fait raison, ils te disent que même par légère brise, vous le rangez. Mais regarde déjà la stabilité, si c'est vrai, la stabilité, parce que justement, il ne va pas être stable au moindre coup de vent, il ne sera pas stable. Tu souffles dessus, à mon avis. Tu le fais dans un environnement... Dans le nord de la France, c'est compliqué. Environnement méga sécure, même les arbres, là, j'ai peur. Bon voilà, donc c'était ma petite trouvaille d'hier. Désolé, mais si c'est la cible qu'on pense, donc les jeunes, 15-25... 275 €. N'oublions pas le prix, 275 € quand même. Oui, c'est pas à la portée de toutes les bourses. Oui, mais quand tu es Yankee. Mais juste le coloris, moi c'est ça qui me dérange. Mais c'est Snapchat. Mais c'est Snapchat, c'est jaune Snapchat. T'aurais pu proposer d'autres coloris. Non, c'est pas Snapchat en d'autres couleurs. Oui, avec désolé. Du rose, du noir, du blanc et du bleu. Eh ben tu verras si ça marche. Si le premier marche, tu en auras peut-être d'autres pays. En vrai, je te rejoins sur ce truc-là avec cette idée de les Instamax, je sais plus comment ça s'appelle. Les Instax de Fuji. Ouais, les Instax de Fuji, surfer un peu sur cette même vague. Attendez, c'est le premier, avant de le décliner en toutes les couleurs. Laissez-le se cracher tranquille. Sur le premier, ils essaient de mettre en avant leur marque. Alors, je vois dans le chat, on me demande comment ils se pilotent. Alors ça, c'est ma grande interrogation.
Donc on nous a expliqué qu'on le met dans sa main. Suivi Donc il faut mettre la main comme ça. Et donc, évidemment, vous avez déclenché l'appli avant, donc il sait que vous êtes connecté à l'appli. Et donc, si vous faites ça, il sait qu'il doit décoller. Donc, il y a un petit bouton où, dès que vous le mettez sur votre main, il va comprendre qu'il faut qu'il décolle. Donc, main à hauteur. Et après, vous avez choisi, vous avez choisi le mode de vol. Donc, il y a 4 modes de vol. Il peut vous suivre dans les arbres. Je suis hyper sceptique. Mais au bord de la falaise, je suis hyper sceptique aussi. Et au bout d'un moment, alors c'est ça ma grande interrogation, c'est qu'a priori, il suffit juste que si vous levez, en fait, il va suivre votre, comme il vous regarde, il suit votre bras. Et quand tu fais donc ça, si tu refais ça, il revient se poser a priori. Ça, honnêtement, on verra en test. Et avec l'autonomie de 5 minutes, c'est ça? On ne nous a pas du tout communiqué l'autonomie. Je ne vois pas combien... C'est pas qu'on critique, mais c'est qu'on ne sait pas. Ce qui est fort, c'est qu'à part le décor tout à l'heure de bord de mer, comme ce décor un peu montagneux, où tu sais, le vent... Là où il y a du vent, ça sent voilà, je suis curieux de voir ça. Non, on le testera. Donc on demandera à la voir. Et donc oui, tout passe par l'appli Snapchat derrière. Mais le prix, c'est non, en tout cas. Ça, c'est sûr. Mais ça, le prix, c'est 275. Si technologiquement, ça suivait toutes les promesses, le prix serait pas déconnant. Mais c'est ça que je veux J'ai voir. un gros doute sur le suivi. Après, moi j'aime beaucoup l'idée quand même. Mais l'idée était pas... D'avoir un petit truc qui puisse te suivre en balade, un truc comme ça, tu vois. Dans le monde bien sûr chinois, où et à chaque fois, c'est foireux et ça marche pas du tout. L'atelier, il y a une appli aux réseaux sociaux et tout team. Mais l'idée, je la trouve super. Donc voilà, c'était pour clore ces news, un petit truc. 10 heures d'autonomie, mais bien sûr. 10 heures d'auto, écoutez, si vous l'avez vu, parce que nous, on n'avait pas eu d'autonomie. Moi, je suis d'accord. Si c'est 10 heures d'autonomie, c'est déjà plus raisonnable. Mais j'y crois zéro. Si tu as une intelligence artificielle qui doit gérer le fait que quand tu fais ça, le truc revient, si ça doit être lié en plus à ton smartphone, donc avec un lien Wi-Fi ou un truc comme ça, dans ce petit format-là, alors qu'on est limité technologiquement avec les batteries lithium-ion, donc forcément... 10 heures, je suis hyper sceptique. Ça tient même pas 10 heures. Nous, on voulait qu'un drone entier tienne. Non, j'y crois pas trop. Eh bien, vous m'avez offert une magnifique transition, messieurs. Merci, magnifique, vous allez voir. On va parler autonomie tout de suite, mais pas des drones, des smartphones, parce qu'on passe au dossier. Formidable. Quel talent. Franchement, quel enchaînement. Bon, Théo, là, plus de Twitter, plus de trucs, on va parler de choses sérieuses. C'est parti. Que tu maîtrises. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Théo travaille chez DxOMark et tu vas nous expliquer ce qu'est DxOMark. Mais c'est une société qui teste des smartphones. On teste les caméras, on teste les écrans, on teste l'audio. On teste également maintenant la batterie. Voilà. Et c'est français. Et c'est français. Et c'est français. Voilà. Cocorico, parce que c'est la référence. Donc toutes les notes dont on vous parle souvent sur les appareils photo des smartphones, eh bien voilà, c'est à DxOMark que nous les devons. Donc voilà, en fait c'est un laboratoire indépendant. On teste des téléphones. C'est du benchmarking. D'une part, et d'autre part, on vient aussi faire une partie consulting où on vient accompagner nos clients qui sont tous les fabricants de smartphones pour les aider à améliorer leur performance sur leur téléphone. Donc on peut les citer, c'est Xiaomi, Samsung, Apple, toutes les grandes marques en fait vous confient leur téléphone ou vous les testez et ils vous demandent des conseils. Donc nous, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est cher et j'embête tout le monde avec ça, qui est l'autonomie des smartphones et exactement à quoi ça correspond quand on vous dit votre smartphone, il va recharger très très vite ou alors il va tenir très très longtemps. Eh bien, c'est pas la même chose. C'est ça que tu vas nous expliquer justement. Déjà, pour commencer, comment est-ce qu'on teste un smartphone? Comment est-ce qu'on se rend compte de l'autonomie d'un smartphone réellement? Bon, il y a plusieurs façons de tester l'autonomie. Nous, on a plusieurs façons de le faire. On a une première partie qu'on appelle un scénario d'usage type. En fait, on vient tester l'autonomie. C'est un robot qui joue un scénario. Donc le scénario dure 4 heures sur toute une journée. Ça commence à 8 heures et ça finit vers 23 heures. Le robot vient jouer, il allume l'écran, il vient scroller sur Facebook, il envoie un mail, il écoute du Spotify, il vient jouer une vidéo sur YouTube. Et en fait, il répète ce scénario-là tous les jours jusqu'à ce que la batterie meure. Et donc du coup, ça nous donne une durée, donc de 100% à 0%, et une indication de l'autonomie. Ensuite, on vient tester aussi chaque usage précis et particulier. Par exemple, uniquement de la vidéo, uniquement de la musique, voilà, des choses comme ça. Par exemple aussi le GPS, que de la photo. Et tous ces usages uniques-là, on vient les tester. On regarde aussi l'autonomie que ça a par usage. Et donc du coup, sur ces deux parties-là, la première, on laisse le téléphone en mode full automatique. Donc en sortie de boîte, tout est automatique. Ça, tu veux dire, c'est par exemple un smartphone que vous achetez, qui est reçu, voilà, n'importe qui dans le commerce, on l'allume, on l'allume et nous, on le met sous nos robots.
Et ça fait son petit scénario. Donc voilà. Tel qu'il est prévu par le fabricant en sortie de boîte. Exactement. Et ensuite, après, l'autre partie avec les tests unitaires dont je parlais, eh bien là, on va nous régler très précisément pour tous les téléphones exactement pareil, c'est-à-dire la luminosité de l'écran à 200 nits, voilà, le son. Est-ce qu'on met du Wi-Fi ou pas, de la 4G, est-ce qu'on met le GPS ou pas. Et là, du coup, tous les téléphones sont testés sur le même pied d'égalité. Voilà. Donc c'est-à-dire que les choix qui sont faits en fait quand on laisse le portable en mode automatique changent énormément d'un constructeur à l'autre et qui peuvent être parfois un peu surconsommés. Alors que nous là, quand on fait ces tests unitaires où on règle très précisément, là au moins on est tous sur un même pied d'égalité et là on peut voir aussi les différences qu'il peut y avoir. Est-ce que vous faites plusieurs cycles par appareil? Je te pose la question parce que les constructeurs mettent souvent en avant l'idée que l'intelligence artificielle s'adapte à un usage, etc. Ouais. Est-ce que du coup vous faites plusieurs cycles? Est-ce que vous avez constaté ça? C'est arrivé qu'on fasse et puis qu'on voit, qu'on voit quelques différences. En effet, là par exemple sur les Apple, les iPhone 13, 13 Pro Max, etc. On a pu le remarquer. Et en effet, maintenant aujourd'hui c'est bourré d'intelligence artificielle. Ouais. Et en fait, ils viennent apprendre de nos usages, voilà, à quelle heure on se réveille, à quelle heure, voilà, quelle appli on va utiliser, combien de temps on va les utiliser. La luminosité, c'est pareil. La luminosité, est-ce qu'en fait on veut une très forte luminosité pour plus de confort? Exactement. Et en fait, il y a tellement de capteurs, c'est bourré de capteurs, et du coup, tous ces capteurs apprennent en permanence, et ensuite pour proposer la meilleure autonomie et la meilleure expérience utilisateur. Alors moi j'ai une question à te poser parce que ça me fait tellement tourner la tête tout ce que tu dis. Oui. Moi j'ai l'impression, parce que attention je ne suis pas dans les batteries du tout, c'est vrai que j'écoute toujours Melinda en parler avec passion parce que tu avais fait un dossier qui était vachement bien là-dessus, qui expliquait les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on a ces produits-là, on sait très bien qu'on a fait des progrès sur les batteries de ouf. Est-ce que toi, tu es dans cette profession à fond? Est-ce que tu peux très bien nous dire, est-ce qu'on est arrivé à quelque chose qui est un plafond de verre, où il y a encore une marge de manœuvre de folie pour que ça recharge en toute sécurité? Est-ce que tu sais, les gens qui nous regardent, peut-être comme moi aussi, se disent je rêve enfin d'un smartphone où je ne serai pas obligé de toutes les 3 heures de le mettre comme ça parce que j'ai fait du gaming, il y en a marre, tous les jours il faut les recharger, il y en a vraiment ras-le-bol. Est-ce que toi, tu penses que des batteries vont arriver qui seront safe, qui ne seront pas méchantes pour la planète et qui permettront d'assurer, je sais pas, 30, 40 heures sans faiblir? Est-ce que des choses comme ça sont possibles? Alors, il y a des améliorations qui peuvent être faites au niveau de software, très clairement. Après, là, on est aussi limité par la taille. C'est-à-dire qu'une batterie, en fait, plus on met une grosse batterie, plus on aura d'autonomie. Mais au bout d'un moment, on n'a pas envie d'avoir une brique dans la main quand on utilise notre smartphone. Ça fait partie des choses qui peuvent évoluer ou pas? Le côté là, en fait, où en effet la brique... Aujourd'hui, on arrive quand même à réduire la taille des batteries. Avec c'est aussi l'intérêt des batteries lithium-ion, c'est justement ça, d'avoir en fait de compacter énormément d'énergie dans une petite surface, quoi. Et bien après, là, au bout d'un moment, on est un peu limité. Mais par contre, là où il y a vraiment du travail qu'on peut faire, c'est au niveau software. C'est-à-dire qu'au niveau software, si on optimise bien le téléphone, nous, c'est ce qu'on appelle quand on teste chez nous, on appelle ça l'efficacité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est réussir avec un super bon logiciel, des super bonnes applications, bien codées, etc., à faire en sorte que en fait, le téléphone ne consomme pas beaucoup. Donc c'est-à-dire qu'à une batterie équivalente, on peut en fait, si le téléphone est bien fait, bien pensé, on peut moins consommer. Qui se déconnectent ces applications qui ne servent pas, des trucs comme ça. Exactement, par exemple. Il dit ça. Exactement. Faut pas l'utiliser. J'économise. Mais est-ce que... pardon, mais... On voit la photo. Non, je montre la photo du fameux robot qui fait toutes les... C'est un truc de fou, ça. Et l'autre question, ces batteries qui sont donc récentes, est-ce qu'elles sont plus... comment dire? Parce qu'il y a quand même eu des cas, les gens aussi ont des légendes urbaines, mais pas que. Ces batteries qui explosent ou qui chauffent ou qui machin. Est-ce que les batteries dites récentes sont plus safe que celles qu'on avait il y a 4-5 ans, où elles ont autant risque d'avoir un problème, malgré tout, parce qu'on compacte, parce qu'on travaille dessus, parce qu'on leur demande beaucoup. Et puis un smartphone qui est étanche, c'est une cocotte minute. Si ça chauffe là-dedans, ça chauffe, ça gonfle et ça explose. Où on en est où avec ça? Ils ont des normes de sécurité drastiques. Alors, les fabricants. Tous, ou certains tous. Et nous, après, on vient pas tester... les fabricants. Il y a combien de fabricants de smartphones, de batteries qui sont fiables dans le monde? Est-ce qu'il y en a 10, il y en a 5? Je présume qu'il y a des lois européennes qui contrôlent. Est-ce que c'est les mêmes lois en Chine ou ici ou au Japon? Est-ce que c'est la même chose, tu vois? Après là, je ne sais pas si c'est vraiment les mêmes lois partout. Ce que je sais, c'est qu'ils sont obligés de tester complètement les batteries et de pas... aucun danger. Justement, l'histoire avec ça, je pense que tu pensais au Samsung. Il y a pas que Samsung qui a explosé en plein vol. Mais il y a toujours... Les gens, avec l'histoire de Samsung, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont commencé à avoir un peu peur. En effet, il y a eu des images, on s'est dit, la batterie, c'est quand même dans ma poche, ou c'est à mon oreille, ou je laisse ça à mon
mon gamin, comment ça se passe? Moi, ma question, c'est que je vois l'évolution. On essaye d'aller avec des chiffres. Et Mélinda en a parlé très souvent ici, en disant oui, alors on va charger ton smartphone en 20 minutes, c'est formidable et tout. Mais quels sont les risques par rapport à ça? Est-ce qu'il ne faut pas en effet une charge plus lente et safe que de dire on va tout bourrer à mort et ton truc il va faire 50 cycles? Où est la limite? Alors, justement, je pense que donc ça, c'est dans les choses qu'on voulait aborder. Fort, hein. Mais non, mais tu as tout à fait raison. Je pense que, est-ce que tu peux expliquer aux gens, justement, un smartphone, en général, on parle en termes de cycle de la batterie. Ce que ça veut dire réellement. Je pense que les gens ne comprennent pas quand on dit que votre batterie, elle a une espèce d'espérance de vie, en fait. Et à combien elle est à peu près? Tu sais, alors, ça dépend de quoi? Alors, ça dépend déjà de l'utilisation. C'est-à-dire que quelqu'un qui va utiliser son portable, je peux parler par exemple d'un gamer, utiliser avec sa luminosité à fond, il va avoir une manière de décharger son téléphone qui est différente d'une personne qui l'utilise pour passer 3 coups de fil par jour, par exemple. Donc, il y a déjà ces deux aspects-là. Et aujourd'hui, les constructeurs, eux, la plupart, ils parlent de à peu près 7 à 800 cycles pour avoir 80% de capacité. C'est-à-dire qu'en gros, au début, on part avec une batterie qui a 100% de capacité. Et eux, ils annoncent que au bout de 700-800 cycles, eh bien, en fait, cette batterie qui était à la base, qui avait une capacité de 100%, on peut avoir jusqu'à 80%. Donc, on maintient 80% d'autonomie au bout de tous ces cycles-là. Donc, ça ne veut pas dire qu'au bout de 800 cycles, vous n'aurez plus non, ça veut dire qu'en gros, smartphone, la capacité de la batterie, maintenant, de 80%. Voilà, par rapport au début. Après, c'est ce que dit le constructeur. C'est-à-dire qu'après, il faut aussi que ça soit vérifié. Là, par exemple, il y a d'autres constructeurs comme Oppo sur leur... J'avais parlé d'Oppo. Voilà, justement, ils sont arrivés avec des nouvelles technologies de batterie, etc., un peu beaucoup plus intelligentes, qui, en fait, sont capables de multiplier par 2 le nombre de cycles pour toujours conserver ces fameux 80% de capacité. Donc là, on est plus sur du 1600 cycles. Donc, qui correspondent, ça passe de 2 ans à peu près, du coup, 4 ans quasiment. Ça, c'est ce que j'avais demandé. Ça veut dire que le téléphone, avant que les gens commencent à dire « oh là là, ma batterie, elle part en sucette on va arriver maintenant à 4 ans. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire, au bout de 2 ans, 2 ans et demi, de sentir que la batterie flanchait. Justement, c'est ça. En fait, 2 ans, 2 ans et demi, ça correspond à ces fameux 700-800 cycles à peu près. Donc, c'est ça. Aujourd'hui, sur le marché, il y a 2 familles distinctes, comme disait Pépé un peu. Il y a ceux qui annoncent des batteries qui ont des capacités de plus en plus élevées. Donc, on arrive à 6000, 7000 maintenant de milliampères-heure. Et type Oppo ou Xiaomi. Juste avant, désolé, mais Motoro, je demande un cycle égale une charge. Est-ce que tu peux spécifier ce qu'est un cycle parce que c'est un cycle, une charge. Une charge complète, non, oui. C'est-à-dire que, par exemple, un cycle le plus classique, c'est qu'on part de 100% jusqu'à 0 et on le recharge jusqu'à 100%. Ça, c'est un cycle. Zéro, justement. Alors, on le dira après. Ça, on vous expliquera après. Ce qu'on appelle le cycle, c'est décharge et recharge. Voilà, c'est ça. Ça, c'est un cycle, c'est vraiment... Voilà, c'est pour préciser, pour que les gens puissent nous suivre. Désolé d'avoir coupé un... C'est ça. L'idée, c'est de 700 charge-décharge. Charge-décharge. Un cycle, c'est une charge-décharge. C'est pour ça. C'est combien de fois tu vas recharger ton téléphone. 800 fois, c'est pas énorme. Sachant que quand vous faites 50% ou 60%, ça ne fait pas une demi-charge. C'est pas énorme, 700-800 charges. Ah mais non. Mais c'est pour ça. Énorme. Ah mais non, on va en parler. Ça ne veut pas dire encore une fois que la batterie va être morte. C'est justement, on a 80% d'autonomie, de capacité. De capacité en fait. Voilà, c'est comme quand tu vieillis, tu es moins résistant. Ben, la batterie, c'est pareil, tu vois. C'est exactement pareil. Ça dépend des personnes. Mais bon, donc justement, on parle de ça. Ouais. Aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux une batterie qui tient avec une énorme capacité ou une batterie qu'on recharge très très vite? C'est quoi le mieux pour un smartphone? Alors ça, la question piège. En fait, ça va dépendre des utilisateurs. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont préférer avoir une très grosse autonomie et il y en a qui vont préférer que ça charge plus vite. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des personnes préfèrent avoir une grosse autonomie. Préfèrent les deux, hein. Grosse autonomie et qu'on en rate. Mais l'un ne va pas avec l'autre. Je sais. Nous, on a trouvé des téléphones qui arrivent à faire très bien les deux. Justement, on a construit nous tout un. Pépé, on copie pas. Mais non, mais je vais te dire, je peux pas copier parce que son écran est fait que sur le côté, tu vois pas. Il est matifié. Mais de toute façon, t'inquiète pas, on les a les graphes. On va en parler. Comme ça, il est matifié. Soyez un peu plus patient que Pépé. Oui. Après, en termes d'autonomie, on a 2 clients. On a ceux qui vont vouloir mettre une très grosse batterie dans le téléphone et ceux qui vont mettre une toute petite. Quel est le champion ? Les champions sur les petites batteries, c'est iPhone. Ouais. Ils font là sur la gamme 13, c'est vraiment top. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à impacter des petites batteries par rapport aux concurrents sur le même segment de prix.
et avoir des autonomies tout à fait correctes. On va mettre d'ailleurs, on a le top, on a les meilleurs, le classement que vous avez fait des meilleures batteries. Et d'ailleurs, la surprise, c'était que l'iPhone 13 Pro Max, il est sur le podium, je crois, ou pas très très loin, sur les tests. Ah, je confirme, il est incroyable. Mais voilà. Et justement, c'est peut-être, alors je sais pas si on a, c'est ça, c'est les meilleures batteries. Ça, c'est notre top 20, je crois à peu près. Le Renault. Voilà. Et là, du coup, en fait, le troisième ex-aequo avec. Voilà. Mais ça, c'est sur l'autonomie. Non, ça, c'est sur les notes globales. Ça, c'est notre score. Oui, où sont les folds? Où sont les folds et le flip? J'arrête pas de vous dire de bien choisir, les garçons. Vous m'écoutez pas. Bizarre. Ils sont un peu dans. Ils sont un peu plus dans le fond. Ils sont plus dans le fond, vraiment, genre plus dans le fond, vraiment dans le bas. Juste là, probablement, là, juste à la limite, là, tu vois, là, on est bien. Dans ce qui n'est pas publiable, très bien. Justement, pour que tu nous expliques ce classement des meilleures batteries, donc il y a une note. Ouais, c'est ça. À quoi elle correspond cette note? Donc ça, en fait, c'est tout DxOMark fait ça. Donc dans tous les protocoles qu'on a, on crée en fait ce qu'on appelle un scoring system. Donc en fait, avec tous les tests qu'on effectue sur les téléphones, on vient créer une note, un score qui pour nous est gage de bonne qualité pour l'utilisateur final. Donc c'est-à-dire que nous, on a fait nos études, on sait ce que veut l'utilisateur et du coup on essaye avec ce score-là de refléter et du coup de pouvoir dire des infos pertinentes pour l'utilisateur. Donc c'est un mix d'usage, de techno embarqué. C'est ça, et en fait nous, la manière dont on l'a créé, c'est on a 3 branches à la batterie. On a la partie autonomie, qui est le plus gros poids pour nous. On a la partie charge, qui est aussi conséquente, et la partie efficacité, comme dont je parlais tout à l'heure. Et justement, cette partie efficacité-là, c'est un peu la plus complexe à comprendre. C'est comment le téléphone arrive du coup, à consommer, mais avec, par exemple, une plus petite batterie. C'est-à-dire que si on a une petite batterie, mais qu'on a une bonne autonomie, on va dire qu'on est très efficace. Alors que si, sur une batterie beaucoup plus grosse, on a la même autonomie, ça sera moins efficace. Voilà. Donc en fait, nous, on va privilégier les smartphones qui sont bien faits, bien pensés, qui, comme l'iPhone par exemple, avec une petite batterie, arrive à avoir des autonomies qui sont vraiment top. Et du coup, ça permet d'avoir des plus petites batteries déjà, donc c'est bien. Donc même pour les téléphones, ils sont plus petits. Et puis même après, pour toutes des dimensions un peu écologiques, c'est beaucoup mieux quand même d'avoir des plus petites batteries. Donc ça, c'est vraiment en usage. C'est pour ça que, évidemment, on ne voit pas. Donc les gens s'interrogent, où sont les Galaxy S, justement, et les S22 notamment, qui ont quelques soucis d'autonomie. Et alors, comment ça s'explique ça? Comment tu expliques le fait que, par exemple, un smartphone aussi haut de gamme, au niveau de la batterie, on ne le retrouve pas du tout, je crois même dans le top 10. Non. Ouais, ils sont plus... Tu l'as cherché, tu l'as pas vu. Et pourquoi alors? Parce qu'ils ont tout simplement une très très mauvaise autonomie. Ils ne proposent pas de charge rapide. Pourtant, ils annoncent des batteries, des capacités qui sont... Ils ont diminué leur capacité. Sur la charge rapide, pourtant avec les prix secteur. Alors, on est à 25 watts, alors que tout le monde est à 45, 60. Non, j'en peux plus. On nous ment, c'est une honte. Alors sur les S22 Plus et S22 Ultra, maintenant ils sont passés à 45 watts. Mais nous, on a testé les deux chargeurs, donc le chargeur 25 et le chargeur 45. On a un gain de 5 minutes. Avec ces chargeurs-là. On charge juste 5 minutes plus vite. Voilà. Je suis possesseur, je confesse que c'est pas les plus... Voilà. Quand aujourd'hui, il y a des téléphones qui ont annoncé que nous, on a pu tester, par exemple, le Realme GT Neo 3, qui vient avec un chargeur de 150 watts. Et on charge en... Alors là, je vois un autre mastodonte. Non, c'est pas le... Ça, c'est... Non, mais celui-là, je vous montre, on en reparlera à l'avenir. C'est le Magic 4 Pro d'Honor, le Honor Magic 4 Pro qui vient de sortir, qui lui annonce donc de la charge à 100 watts. En wireless. En wireless aussi. En 100 watts normal et wireless. Le chargeur a un ventilo. Fourni. Pour vous dire. Ouais. Alors ça. Pour vous dire la vitesse du truc, alors on verra, je ne sais pas si on peut le voir, il y a un ventilo dans le chargeur. Il y en a beaucoup qui le font déjà. Par exemple, Xiaomi l'avait fait. Xiaomi, ils ont un chargeur qui est très très bien wireless à 67 watts, qui a aussi un ventilateur. C'est pas un haut-parleur, c'est un ventilateur. Mais c'est plus un chargeur à induction, c'est une plaque à induction, me dit ProSSX. Ah non, moi je trouve que ça fait, regardez, je trouve que ça fait, je vais pouvoir mixer tout le week-end. Pour péter les gueules. Mais 100 watts, et on me donne quand même un chargeur 135 watts avec. Il est balèze le chargeur quand même. Ouais, et puis là c'est la version, même celui de mon MacBook est plus petit. Ouais, clairement. Est-ce que 100 watts, 135 watts aujourd'hui,
est-ce que je risque quelque chose avec mon smartphone? Alors ça, c'est l'éternelle question. Et en effet, c'est légitime de se la poser. On peut se dire qu'avec de telles puissances, il peut y avoir des problèmes avec la batterie, des chauffements, des choses comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, les constructeurs, ils ont fait des progrès exceptionnels sur la manière de charger. Et en fait, le chargeur, le téléphone et même le câble sont bourrés d'intelligence. Ils discutent entre eux et avec des protocoles de charge qui sont très précis, ils viennent en fait adapter en temps réel la puissance qui rentre dans le téléphone. Donc 135 watts par exemple ici, peut-être une idée reçue qu'il peut y avoir, c'est en fait ça charge pas du tout à 135 watts tout le long. Ça va charger quelques secondes, voire peut-être une minute ou deux, un pic à 135 watts par exemple, et ensuite après ça diminue petit à petit, pour justement éviter d'échauffer la batterie. Parce que sinon, en effet, la chauffe d'une batterie, c'est le pire ennemi. C'est-à-dire qu'il y a des réactions qui sont à l'intérieur de la batterie, parasites, qui vont en fait ensuite faire diminuer la capacité de la batterie. Donc justement, il faut vraiment éviter. Et là, aujourd'hui, ils arrivent à justement, avec des protocoles super précis et très bien pensés, arriver à bien gérer sa température et tout en proposant une charge très rapide. Tu es en train de nous dire que quand on nous annonce des charges à 100 watts, 135 watts, et voire bientôt, on murmure qu'à l'avenir, il y aura même du 240 du 200, en fait, ça ne charge pas tout le long. Non. Ne croyez pas que ça charge tout le long, et tant mieux pour votre smartphone, à cette puissance-là. C'est combien de temps à peu près, tu dis? Alors ça dépend. Là, on est sur des chargeurs comme ça, on est entre 15 et 20 minutes de charge, la charge complète de 0 à 100. Oui, mais pas 135 watts tout le long. Mais combien de temps on pique à 135? Parce que c'est ce qu'on nous promet, en gros. Par exemple, là, nous, sur les charges rapides qu'on a testées récemment, par exemple, sur les Xiaomi 12 Pro qui proposent du 120 watts, ou même le Realme dont je mentionnais tout à l'heure qui est à 150 watts, le pic, il est vraiment très court, c'est quelques secondes, une trentaine de secondes. Mais alors, quel est l'intérêt de vendre aujourd'hui des smartphones ? Marketing, je pense que c'est un peu la course au watt. C'est-à-dire que c'est un peu comme même les tailles de batterie. On se dit, putain, 5000 mAh, c'est top. Donc ils essaient aussi de faire un peu plus gros. Et là, les chargeurs, c'est pareil. C'est en gros, plus c'est gros, et plus on se dit que c'est gage de qualité et de vitesse. Sauf que, en fait, ça dépend après les protocoles de charge qui sont faits derrière. Est-ce que c'est valable pour tous les chargeurs ? C'est-à-dire est-ce qu'un chargeur à 65 watts, qui à un moment commençait à être ce qui était mieux, est-ce qu'il va charger plus longtemps à 65 watts ou c'est exactement, ils ont tous le même protocole? Non, ils vont en effet. Alors ça dépend les constructeurs déjà. Et en effet, il va tenir un peu plus longtemps. Parce qu'en fait, c'est toujours une histoire de température. C'est-à-dire que le 65 watts, il va sans doute échauffer moins vite la batterie que par exemple un 150 watts. Donc le 150 watts, on parle d'un pic parce que dès que la température commence à trop augmenter, on redescend très vite pour des raisons de sécurité et ne pas endommager la batterie. 65 watts, on peut attendre un peu plus longtemps, en effet. J'ai une question pour toi de la part de Clopin Clopan qui pose une question assez intéressante. Est-ce qu'il ne suffit pas du coup d'avoir un problème logiciel, genre une mage foireuse, pour que l'ensemble devienne un peu dangereux en termes de charge? Si tu te retrouves avec un mauvais câble ou c'est plutôt ça. C'est-à-dire que si en fait on a le câble d'origine, le chargeur d'origine, il n'y a pas de problème. Entre soi, voilà. y a pas de et d'ailleurs, problème, petite parenthèse, une simple mise à jour logicielle, nous, on a vu que ça pouvait changer les formes des courbes de charge, etc. Ouais. Donc ça peut même changer la durée de charge. Donc une mise à jour foireuse pourrait potentiellement... En fait, on pourrait perdre en temps de charge, par exemple. Après, en termes d'endommagement, non. Ce qui va pouvoir vraiment endommager, c'est si on utilise des chargeurs et des câbles bas prix. Si tu achètes le premier sur Amazon, ça peut vraiment détruire le téléphone. Donc il faut faire attention. Et nous, ce qu'on conseille, c'est un des plus gros conseils qu'on peut donner aux gens aujourd'hui qui nous écoutent, c'est acheter le chargeur d'origine. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, il n'est plus dans la boîte malheureusement, mais ça vaut vraiment le coup d'acheter sur le store si vous avez un Apple ou si vous avez ou un Xiaomi. Justement, tu dis une chose très vraie, il y a de plus en plus de marques qui retirent les chargeurs. Quelle est la puissance d'un chargeur que tu recommandes pour la sécurité d'un smartphone? Alors, j'ai pas à recommander, c'est-à-dire que ce qui est fourni en fait, c'est-à-dire que et si c'est plus fourni? Il vaut mieux prendre quoi de manière classique? Si le portable il supporte 120 watts, il faut prendre un 120 watts parce qu'au moins on profite pleinement de la charge rapide. Après, c'est vrai qu'une charge rapide, même si aujourd'hui, comme je disais, c'est bien géré, etc., c'est quand même beaucoup plus violent qu'une charge à 10 watts ou 15 watts. Donc en fait, dans un monde idéal, le mieux, ça serait de charger son téléphone avec des toutes petites puissances et d'utiliser sa charge rapide quand on en a vraiment besoin. Ça serait vraiment dans l'idéal. Au moins, on est sûr qu'on n'échauffe pas la batterie et que voilà. Après, ça ne veut pas dire aussi vraiment que ça va beaucoup plus endommager la batterie. Dans tous les cas, la batterie, tant qu'elle fait des cycles, elle s'endommage. Elle a été conçue pour ça. En plus, oui, bien sûr.
On a C'est pour mourir. On a le classement de meilleure autonomie. Alors, en usage modéré, je sais qu'il y a 3 usages chez vous. D'ailleurs, sur les fiches, quand on va sur le site de DxOMark, il y a ça qui est assez intéressant. Pour chaque smartphone, il y a en usage C'est ça, le en temps. fait, Alors, on a un classement, et j'ai vu, parce qu'on l'a mis peut-être un peu rapidement tout à l'heure, et donc les gens s'étonnaient d'avoir un Wiko à la 2e place. Et comment t'expliques ça ? Ah ben c'est pas compliqué. C'est une très grosse batterie, de mémoire 6000 mAh, et en fait des composants qui sont pas très gourmands en énergie en fait. C'est-à-dire qu'on a un écran qui est plutôt moyen bas. mauvais. Dans les 4. Et oui, parce que voilà. Ouais. Mais là, ce ne sont pas que des. Là, il y a toute entrée, milieu et haut de gamme confondus. Donc en fait, là, il y a très peu. Il va y avoir très peu d'intelligence artificielle. Il va y avoir très peu de choses qui consomment, comme une super caméra ou un super écran. La luminosité est relativement faible en mode par défaut. Donc oui, c'est des téléphones après qui vont pas beaucoup consommer et qui vont avoir une super grosse autonomie. Après, c'est-à-dire que dépend aussi un petit peu de la qualité. La charge rapide aussi, qui n'existe pas en général. Celui-là, c'était une catastrophe. On est à peu près à 4 heures pour charger le téléphone, vu que ça charge à 15 watts et que la batterie est énorme. Du coup, il faut quand même beaucoup de temps pour le charger. Donc là, il va gagner beaucoup de points dans la manière dont nous, on a construit le score. Il va gagner beaucoup de points pour l'autonomie, mais par contre, il va en perdre pas mal aussi parce qu'il a une charge qui est très moyenne. Voilà. Et un autre élément que vous prenez en compte aussi, c'est la consommation énergétique. Parce qu'on en parlait la semaine dernière très vite, surtout ces chargeurs qui consomment, notamment si vous les laissez charger la nuit et qui consomment, même quand ils sont à 100%, en gros, ça perd quand même. Exactement. Ça, il y a encore des gros spécialistes de ça ? On a l'impression que c'était un point qui était réglé. Non, alors en fait, quand on vient charger son téléphone, donc on charge de 0 à 100%, quand on atteint les 100% et que le chargeur reste branché, on a une petite consommation toujours. Nous, on l'appelle la consommation résiduelle, et on la mesure, celle-ci. Et en fait, on a une assez grande disparité sur tous les téléphones. Et il y en a certains qui consomment quand même pas mal. Alors bon, ça reste des milliwatts, donc c'est pas énorme. Oui, mais si on multiplie ça par le nombre de smartphones et plus par le nombre de personnes qui en ont dans la France ou dans le monde, c'est pas négligeable. Et on mesure, ce qu'on mesure également, c'est quand on a juste le chargeur branché, sans le téléphone. Donc ça, c'est la consommation résiduelle justement quand c'est pas branché. Et là, c'est pareil. On est en moyenne à peu près à 50 milliwatts, donc c'est peu. Mais franchement, si on multiplie par tout ça, c'est quand même, ça devient conséquent. Donc ça, c'est avis à tous ceux qui laissent leur chargeur branché au bureau ou près de leur lit ou où que ce soit, sans smartphone au bout. C'est pas bien, ni pour la planète, ni pour votre facture. Voilà, ça c'est notre conseil du jour. Parce que là, si on multiplie par le nombre de chargeurs potentiellement dans le monde, on peut parler de térawattheures dans le monde. Là, on y va. Mais vous n'avez pas l'impression, parce que là c'est génial, que malgré tout, on dit tous des choses sympas et cool, mais que les gens sont en train de super s'habituer à ce qu'on les gave de ça va charger vite, machin. On aura du mal à les faire repartir en arrière, les gens. On aura du mal à leur dire attention, la batterie et tout. Ils vont être de plus en plus d'appétence pour cette vitesse. Et donc, la vitesse, elle va aller avec des batteries qui se dégraderont plus vite et tout. Mais est-ce qu'on n'est pas entré dans une sorte de cycle où les fabricants ils vont à fond pour dire on charge vite, on charge vite. Nous, ce qui nous gêne un petit peu chez DxOMark et ce qu'on voit aussi un peu, c'est qu'il faut pas que ça soit au détriment de l'autonomie. C'est-à-dire que là, on fait de la course justement au watt, on charge de plus en plus vite, etc. Mais si, pour la finalité, c'est que ton téléphone il dure 10 heures et que tu n'arrives pas à tenir une journée, je trouve ça... ils ont que la première partie de ta phrase. Ils ont là, ça va charger très vite. Ils disent pas après, parce que vous allez charger vite, mais vous allez c'est pas... dommage. Parce que justement, c'est là ce que je me mets à la place des gens qui ont ce message tout le temps. Et ça devient de plus en plus... Quand tu montres ce produit ici, Mélinda, avec le chargeur... celui-là, va aller à toute vitesse. On peut plus repartir en arrière après, c'est compliqué. C'est deux choix. Tu parles à quelqu'un qui a un iPhone, donc il sait qu'on peut perdre une demi-journée à recharger sans problème. Donc c'est pas gênant, mais ça tient. Il est vrai qu'aujourd'hui, on atteint des 18 minutes, 19 minutes, je ne sais plus à combien on en est. On a un magnifique tableau de ceux qui rechargent vite. Alors, vous avez pris 0 à 80. On n'est pas dedans. Non, les garçons, ne cherchez pas votre smartphone, il n'y est pas. C'est pas ce qu'on cherchait. Aucun de nous n'y est, je crois. Mais en effet, on atteint, regardez, des temps de... Alors là, on est en 0,80%, parce qu'on sait que les 20 derniers pourcents sont beaucoup plus longs. Et souvent, ce qu'on nous annonce aussi, c'est les meilleurs entre 0 et 80%, parce qu'aller très vite... sur le long. Et en fait, nous, justement, ce qu'on fait, c'est dans la manière dont on mesure la charge, on mesure... donc nous, on part d'un téléphone qui est vide et éteint, et ensuite on le branche et on mesure la durée. On
on prend vraiment en compte justement ces 0 à 80% parce qu'on a remarqué qu'après 80%, on a toujours la puissance diminue pour justement préserver la batterie. Et nous, on ne voulait pas pénaliser les constructeurs qui font ça. Parce qu'en fait, si c'est pour préserver la batterie, après, si nous, on incite les constructeurs en fait, à ne pas le faire et à charger très vite pour charger, ça peut être un problème. Donc nous, en fait, ce qu'on prend en compte dans la manière qu'on fait, c'est on privilégie vraiment ces 80 premiers pourcents. Et c'est là où, il n'y a pas les vrais champions, là, dans ce classement-là, d'ailleurs. Ceux qui annoncent des temps dingues à 100%, je crois. Si, le Xiaomi, on l'a vu, mais il n'est pas... Là, il y avait le Realme. GT Neo 3. GT Neo 3, ouais. Dans les ordres. 150 watts, ouais. Voilà, mais Alors, une question dont on a déjà parlé et que je trouve assez fabuleuse, puisque comme on parlait, il y a beaucoup de marketing dans les annonces de plus en plus vite et des batteries de plus en plus grosses. Et on a pris l'exemple, je pense qu'on a en régie, vous avez 5000 mAh, qui aujourd'hui est une quand même fourchette assez haute. Une batterie, on vous vend ça en vous disant c'est formidable, vous allez voir, on va vous avoir des autonomies d'enfer. Il y en a beaucoup. Et vous avez fait un comparatif de l'autonomie à 5000 mAh. Et là, il y a des disparités. On voit la disparité, c'est du simple au double. Dingue. Ça, regardez, on retrouve les Samsung d'ailleurs, ils sont là. On vous vend du 5000 mAh, les cocos, sauf que vous vous dites, oh là là, c'est formidable, c'est mieux que les 3000 de chez Apple ou de je ne sais où. Voilà ce que vous pouvez avoir pour la même capacité annoncée. Exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand nous, on achète un téléphone et qu'ils nous disent 5000 mAh, c'est une info qui n'a pas de sens en fait. Parce qu'on peut rien conclure avec ça. On est obligé vraiment de délire d'optimisation. Là, on voit que c'est du simple au double. Donc en fait, c'est beaucoup plus que ça. Là. C'est beaucoup plus... Il faut aller plus loin pour comprendre. Et ça s'explique comment ? Là, c'est pareil. C'est principalement et même quasiment exclusivement du logiciel. C'est-à-dire qu'en gros, là, si on arrive à un logiciel qui est bon, bien fait, et après, bien évidemment, les composants aussi. Là, on l'a vu encore, le premier, c'était un Vivo Y72, quelque chose comme ça. C'est un téléphone qui est entrée de gamme. Donc, il va avoir un écran qui est pas trop gourmand, qui a des petites caméras, un petit processeur qui va pas très vite, voilà quoi. Alors que là, sur les Samsung, on a des téléphones qui sont exceptionnels, qui ont des super gros processeurs, faire du gaming, on a un écran magnifique qui, quand on est dehors, il y a une super luminosité. Tout ça pompe de la batterie, très clairement. Après, il y a quand même un gros aspect, je pense, dans la manière dont les surcouches d'interface fonctionnent sur Android, qui, je me demande si comment dire, il y a un problème avec certaines interfaces où elles coupent très fort et très rapidement les applications et les processus pour garder en autonomie du coup, sauf que tu te mets à passer à côté de notifications d'applications ou trucs comme ça. J'ai eu énormément de problèmes sous IMUI 10 il me semble, où je recevais plus rien de Twitter, je recevais plus rien de toutes mes applis sauf les textos. Il avait une autonomie de malade, ça y a pas de problème, mais en fait je n'utilisais plus un smartphone. Est-ce que vous avez réussi à trouver une manière de ne pas avoir ce souci-là quand vous faites vos tests, ou est-ce que ça reste quand même une petite chance que... en fait, nous, on accorde beaucoup d'importance à justement ces gestions on appelle ça les temps d'idle, quand le téléphone est en pause. J'ai essayé d'expliquer de manière normale, mais en fait, j'ai rendu le truc plus compliqué en essayant de le faire simple. Donc, et en fait, nous, on prend ça vraiment en compte et on veut donner des points au téléphone qui arrive à vraiment bien faire ça. C'est-à-dire à bien gérer les applications en background et les applications ou quand le téléphone est en veille. Et nous, on vient tester. En fait, on a un test, qu'on laisse le téléphone pendant plusieurs heures en mode en 4G, ou en Wi-Fi, on fait les deux. Et on regarde justement comment il consomme. Et il y a certains téléphones qui arrivent à plus ou moins consommer, et d'autres qui arrivent à consommer très peu, donc ils se mettent dans une espèce de mi-veille, plus profonde. Et après, par contre, ça c'est au détriment. Après, en effet, si ça bloque toutes les applications, c'est une espèce d'hibernation. Il y en a de plus en plus. Android le fait depuis super longtemps. En fait, il y a certains constructeurs qui poussent ça. Oui, complètement. Mais il y a certains constructeurs qui poussent ça tellement à fond qu'en fait, au bout de, si tu l'as pas utilisé 30 secondes, il te met direct en hibernation un truc alors que tu veux les notifier. Les fameux Wiko, par exemple, étaient très bons là-dedans. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se mettre tout de suite en hibernation et la nuit, ils consommaient vraiment rien du tout. Ouais. Donc, et ça, nous, c'est quelque chose qu'on va rechercher justement. Pour nous, quand on n'utilise pas notre téléphone, il ne doit pas consommer.
C'est clair, il doit pas consommer. Donc justement, c'est pour ça qu'on vient mettre un point d'honneur à ceux qui arrivent à faire ça, les constructeurs qui arrivent à faire ça. Ouais. Après, en effet, si c'est au détriment de ne pas avoir les notifications et que le téléphone en fait il soit éteint, quand ça va au détriment de l'usage, c'est un problème, quoi. C'est là où il y a certains constructeurs justement qui arrivent à faire un meilleur travail là-dessus, à optimiser toutes les tâches qui sont en background, à optimiser aussi tous les capteurs qui travaillent en permanence dans le téléphone. C'est ça, c'est un gros challenge, un très très gros challenge. Justement, il y a de plus en plus de fabricants qui multiplient les réglages d'optimisation de la batterie. Il faut vraiment aller faire un tour dedans. Ça vaut le coup. Et puis même après, il y en a certains, là je pense au Xiaomi 12 Pro par exemple, qui ont des petites options cachées qui permettent de raccourcir le temps de charge, de charger plus vite, encore plus vite. Donc voilà, nous on a pu tester les deux et c'est vrai que c'est une différence qui est quand même notable. Ça charge beaucoup plus vite, mais on sait qu'ils avaient eu des problèmes notamment sur le 11, où l'optimisation en voulant mettre le Snapdragon 888, ça avait un peu liquidé la batterie quand même. C'était un de nos plus mauvais élèves pendant longtemps. Alors que c'est un super téléphone, mais tombé par l'autonomie. Un peu comme les Samsung de l'autre côté de la table, faut pas leur dire. De quoi? On vous parle pendant l'usage. T'as combien de Mais voilà. Mais je suis alors, désolé, 79%. Bon. Je suis en PLS. t'as plus d'autonomie. Pas besoin de savoir. 17h53, la Mini NX n'a plus de batterie, ne cherchez pas à l'appeler. C'est pour ça. Les bons conseils que tu donnerais pour, de manière générale, tout le monde, optimiser sa batterie ou limiter sa consommation? Et justement, on va revenir à ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il faut décharger jusqu'à 0%? C'est bien que tu m'en parles maintenant. Voilà. Écoute, Voilà, c'est le moment. pour vos Samsung, là, écoutez un peu les garçons. Oui, je vais juste dire un truc. Moi, je tourne avec le S20 Ultra, S21 Ultra, S22 Ultra. Je tourne avec, donc en 4K et tout, c'est très demandeur. J'ai la batterie portable accrochée au trépied. Donc, je le dis vraiment, de les yeux dans les yeux. Celle qu'on a présentée la semaine dernière en crowdfunding. J'ai la batterie portable. Oui, Mélinda. Je le sais, je suis au courant, mais l'image est très belle et l'écran est très lumineux. Donc, on ne va pas jusqu'à zéro. Alors, déjà, je pense que le premier conseil que je donnerais, que j'ai déjà donné tout à l'heure, c'est utiliser le chargeur du constructeur. Ça, c'est déjà. Il faudrait que les câbles soient parfois un peu plus longs aussi. Ah ouais, ça c'est vrai. Il les raccourcissent pas mal en effet. Ah oui, il les raccourcissent. Il les raccourcissent de plus en plus, c'est clair. Donc, on utilise le chargeur qui est conseillé par le constructeur. Voilà, exactement. Ensuite, après, dans les bonnes pratiques, il est bien de ne pas descendre jusqu'à 0% et de ne pas charger jusqu'à 100%. En fait, la batterie, c'est une réaction chimique spontanée qui se fait en fait dans la batterie. Et le meilleur stade, c'est quand c'est à 50%. C'est-à-dire en fait quand sur les deux électrodes qu'on a, c'est 50-50. C'est, on va dire, voilà, c'est là où c'est le plus stable. Donc en fait, idéalement, il faudrait que la batterie, pour qu'elle soit dans ce stade-là, il faudrait qu'elle soit tout le temps à 50%. La moitié des gens qui sont en le palpitant là. Mais là, j'aimerais comprendre, Théo. Le truc, tu dis, il faudrait que ça s'arrête, idéalement, que ça n'aille pas jusqu'à 100%. Ouais. Tu me dis, idéalement, il faudrait que ça n'aille pas à 100%. Pourquoi est-ce que dans ce cas-là, les fabricants permettent... Allez, je vais te le faire avec Lydia. Pourquoi est-ce qu'on permet de charger jusqu'à 100% et pourquoi, naturellement, le fabricant a dit, hop, vous arrêtez à 80%? Il y a des options intéressantes qui viennent de sortir. Non, mais pour que les gens ne stressent pas, en se disant, je ne vais plus avoir de batterie. Mais le nombre de gens... aux gens clairement qu'à 80%, ils garderont leur smartphone plus longtemps parce que peut-être qu'ils accepteraient de dire tiens on va pas charger à fond parce que ce que font les gens c'est qu'ils le plug avant de faire un gros dodo, ils se réveillent le matin c'est à 100% et toute la nuit truc et puis ça continue et ça continue encore et encore, c'est le début, d'accord, voilà c'est ça le truc. C'était pour moi c'est la place. Mais non. Mais oui alors en fait justement raison. Ça suffit. Le pauvre il va jamais finir. Bienvenue au JDH. C'est gentil. Et non mais en fait là même on propose aujourd'hui de plus en plus de téléphones, on propose justement en fait de bloquer à 80%. On peut dire au téléphone en fait ne charge pas jusqu'à 100%. Voilà. Donc le mieux c'est de rester entre en général nous on dit de le charger quand ça arrive entre 30 et 20%. On commence à le charger et on le charge jusqu'à 80-85 pas plus. Il faut être devant. Faut être devant. Oh, tu dis, ou sinon on met cette fameuse option. Ouais, il y a des options. La plupart du temps, quand tu as un 100% affiché sur un OS, en vérité, la capacité réelle de la batterie n'est pas atteinte à 100% non plus. Et c'est pareil dans l'autre sens. Pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que quand le 0, c'est pas vraiment une batterie qui est plat. Je crois que c'est le Rockphone, il me semble, qui proposait, ça je suis quasiment sûr, de bloquer à 80%.
de stopper en gros la charge, de se dire je veux jamais aller au-delà de 80%. Mais il y a très bonnes, les Rock Phone ont de très bonnes options de gestion de la batterie. Il faut le saluer. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Ce qu'on fait pas d'autre? Alors, ce qu'on peut faire d'autre après, c'est justement, je disais ça tout à l'heure, c'est le pire ennemi, c'est la température. C'est des températures trop élevées, ça endommage la batterie. Donc justement, éviter de le charger quand on l'utilise. Et là, arrêtez, on n'aura jamais la fin des vidéos de Pépé parce qu'il n'y aura plus de batterie. L'horreur. Monsieur, excusez-moi. On me dit ça y est aussi sur le Samsung. Je ne savais pas. Ça fait moi j'ai encore un vieux Samsung qui a de la batterie. Donc c'est pour ça. Monsieur, je suis obligé de m'assurer. Mais merci Saphir Salion pour le tip. Pour votre smartphone dans votre voiture qui vous sert de GPS. Parce que le GPS de votre voiture est éclaté et aux fraises. Vous le branchez à votre cigare et à votre USB. Ça c'est un des pires trucs en plus parce en plus, si le soleil tape dans la voiture, donc le téléphone, il prend cher derrière. Il y a un petit message pour dire que j'ai un peu chaud, fous-moi la paix. Ça arrive. Voilà. Ça arrive juillet-août. Voilà. Et en fait, quand ce message s'affiche, ça sent pas bon. Et quand tu passes ton doigt sur le téléphone, il y a de quoi faire cuire. Ah bah oui. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Juste pour répondre à Danix rapidement, les conseils s'appliquent aussi pour les PC et les tablettes parce qu'en fait, c'est les batteries lithium-ion. Bah oui. Ouais. Ça c'est clair. Et du coup, contrairement aux anciennes batteries on appelait ça une mémoire de charge, sur les batteries lithium-ion, il n'y en a pas. C'est-à-dire qu'en fait, on peut le recharger quand on veut. Donc il n'y a aucun problème, s'il est en à 50%, on peut le charger à 50%. Oui, les batteries de mémoire de charge, c'est le fameux, tu devrais le mettre à 0% et le remettre à 100% total pour qu'il se rappelle sa capacité totale. Ouais, c'était sur les batteries à mémoire de charge. Par contre, sur lithium-ion, si vous faites ça, ça fait mal à la batterie en fait. Sur les batteries... sur les vieilles batteries où on disait genre, il faudrait que tu le remettes à zéro complet et qu'après tu recharges à fond pour retrouver ta capacité normale, on va dire. Beaucoup de parents ont dit ça à leurs enfants en mode genre, tu devrais faire ça sur tes batteries, c'est le meilleur truc à faire, mais si vous le faites sur un produit moderne, vous endommagez la batterie en fait, il ne faut pas faire ça. Et après, du coup, d'autres conseils, justement, c'est de ne pas être à 0%, donc ne le chargez plus. Et pareil, de ne pas être à 100%. Il y en a beaucoup qui chargent leur téléphone la nuit. Et ça, du coup, en fait, c'est un problème parce que ça veut dire que le téléphone va rester très longtemps à 100%. Donc, encore une fois, il y a des options qui existent qui chargent qu'à 80%. Et ensuite, le téléphone s'arrête. Et juste avant le réveil, hop, il charge les derniers pourcents. Tu parlais de l'IA justement. Exactement. Des téléphones, il va savoir quand est-ce que tu as mis ton réveil et il va adapter sa à quelle heure tu le débranches de manière générale iPhone le fait, maintenant Android aussi. C'est même bien fait. C'est bien fait la vie de votre batterie quand même. C'est bien pensé. Mais bon, maintenant le câble, vraiment le câble. Maintenant vous n'avez plus d'excuses, vous changez de marque, c'est tout. Pour de la batterie. Non, vous le savez maintenant. Donc c'est au choix, grosse autonomie. Donc vers les Vivo, les Wiko, ou la charge rapide. Donc maintenant, il faut choisir entre les deux. On se remet une petite fois le classement des XOMark des smartphones, donc avec les meilleurs... derniers. Après oui, sinon on ne pourra pas laisser la parole à Pépé. Ah bah oui, mais on peut ça peut être... Non, vas-y, une question. Voilà, on a laissé le classement, comme ça vous voyez les smartphones qui ont... Donc ça, ce sont les meilleures notes, tous critères confondus. Ça, c'est notre score global. Et sur le site, vous avez à chaque fois, pour chaque appareil, donc pour votre smartphone, vous pouvez aller voir, vous avez la note batterie détaillé avec aussi l'autonomie en heures. Et ça, je trouve que c'est très intéressant de savoir combien de temps, selon vos usages. Et on en parle de cette histoire de 80%, 20% le matin. Quelqu'un dans le chat, je crois que c'est TJ qui dit comment on fait pour régler ça. Il y a un paramètres. C'est dans les paramètres. Alors, c'est pas dans tous les téléphones, malheureusement. Je crois qu'Android 12, Android 12 a intégré et Android 13 va d'ailleurs intégrer encore plus. Il le fait celui-là? Je crois qu'il le fait, mais si, je crois que t'as embêté parce que je crois que dedans. Samsung le font. Ouais. Et du coup, c'est bien de le mettre en place, ça c'est une bonne pratique. On nous demande l'adresse, eh bien c'est dxmark.com, le site. C'est ça. Voilà, c'est pour aller voir ça. Et vous allez dans la partie smartphone et dans batterie. Comme ça, vous verrez tout. Vas-y, dernière question. La petite dernière question que j'avais pour toi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui en fait, comparent les téléphones selon le screen on time, donc l'écran allumé. Oui. Est-ce que pour toi, c'est une bonne manière de comparer justement l'autonomie de deux téléphones ou pas? J'ai déjà un avis sur la question. Justement, en fait, pour en revenir à la gestion justement de quand le téléphone est en veille, on peut pas le savoir. Du coup, nous, c'est pour ça qu'on a vraiment voulu tester le téléphone comme si on l'utilisait tous les jours, comme nous, en fait, avec des temps de pause où le téléphone fait rien, est en veille, et des temps où, justement, là, on va venir l'utiliser. Voilà. Donc, en fait, on fait vraiment les deux, et ça permet d'avoir une autonomie qui est beaucoup plus fidèle que juste dire, il est capable de faire 20 heures de vidéo sur YouTube.
Ouais, et C'est le pas une screen info on qui est time, très pertinente. Alors, ça permet de comparer les téléphones, et nous, on le fait aussi. Mais on voulait aussi proposer vraiment d'avoir une autonomie qui est beaucoup plus parlante et qui se dit, bon, bah là, quand on a à peu près 4 heures par jour d'usage, voilà, on arrive à tant d'autonomie. Et c'est pour ça aussi qu'on propose les profils, les fameux profils, où voilà, on a un profil intense, où c'est à peu près 7 heures d'utilisation par jour, un profil modéré qui est 4 heures, et un profil un peu plus light qui est un peu moins, 3 heures, 2h30, 3 heures. Pour ajuster. Donc voilà. Mais du coup, ça permet aux personnes de savoir quel est votre profil, comme ça, vous savez, votre profil utilisateur, si le smartphone est fait pour vous ou pas. Exactement. Surtout. Ça, c'est assez intéressant. Merci beaucoup. C'était pas si Théo. merci. C'était top. Je pense qu'on aurait pu faire les 2 heures dessus. Oui, non, tu sais, Écoute, je suis ravie qu'on ait réussi à faire ce dossier dans cette émission depuis le temps que je voulais. Sauter mon sujet si on a encore des questions. Moi, vous avez encore des questions S'il y a encore des questions, Non, moi je ça te va. dis franchement, mais je crois qu'on a c'est fait- tous les jours qu'on a Théo ici. On le fera Oui, c'est revenir. passionnant. On le fera revenir. Vraiment. Avec plaisir, avec Et plaisir. voilà, c'est tout. J'ai appris des trucs sur mes C'est- Merci pour mes Samsung. Voilà. J'ai appris des choses. Quand ils auront des smartphones qui ont une endurance digne de la mienne, eh ben, écoute, on pourra refaire une émission. Voilà. Bon, merci beaucoup. Le chat, ils sont déchaînés là, tous C'était sur leur. super. C'est super. Vraiment. Eh bien, on va quand même laisser le temps à Pépé de nous parler d'un de ses produits. Et moi, peut-être, si j'ai le temps. Sinon, ce sera à Saint-Glinglin, c'est pas grave. Tout de suite, Oh, les alors. tests. Non. Non, tu ne vas pas te débiner comme ça. On va parler de la barre de son de Vialet que tu avais ramenée. je l'avais ramenée. Que En tu avais pris la moitié du Encore une barre de plateau. son. Ah bah c'est Pépé, on va pas parler. Vidéoprojecteur, barre de son. On a Pas fait le tour cher. de la question. Puis pas cher. Et puis pas cher. Moi, T'achètes. une demi-barre la barre de son, c'est un demi-vidéoprojecteur de tout à l'heure. Ah, Bah oui, là, Ça bah, va. mais non, mais La team RSA, on est bien. Pépé, il explique pas cher, c'est pas 4 chiffres. Hein. Faut- mais Bon, laissez-le parler un peu, ça suffit. c'est français. Et voilà, cher c'est français, en c'est plus. français, c'est entièrement technologie française. Très bien. C'est la barre de son de Vialet, la Dionne. On l'avait amenée ici, mais elle n'était pas toute seule. C'était pas la plus grande des deux, parce qu'on avait amené la Non. Samsung également, qui Ouais, était avec mais l'écran simple. elle vient toute seule, elle fait tout Elle fait du elle-même. stand-alone. Alors, c'était l'idée de savoir est-ce qu'une barre de son en stand-alone, réalisée par une marque française, qui à la base c'est une marque audio, qui est très très réputée, avec ce gros débattement de haut-parleurs, les drivers. Fameuse enceinte fantôme. Enfin, les fantômes et les réacteurs où tu vois la membrane qui décolle, t'es là, oh là là, c'est incroyable. Donc là, ils avaient l'idée de faire la première barre de son française, créée. Donc voici les pièces qui sont dedans, que Mélinda a vu également. Les pièces Le avec justement- fameux, Oui, voilà, c'était regardez, avec la petite bobole. c'est la C'est ça fameuse, voilà, on ne l'arrache avec pas. ça tout en un. Dedans, il y a 17 haut-parleurs, il y a des subwoofers de tous les côtés. Ils ont créé un objet qui est quand même un objet qui, techniquement, je veux dire, au niveau acoustique, est très fort. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'ils ont l'expertise de l'audio. Donc, à bord, ils ont également cette petite boule magique, la boulasse de l'espace. Quand tu le mets en haut ou en bas, tu manipules la boule pour savoir exactement, pour essayer de Orienter positionner les le dialogues. son. Regardez, là, il y a un débattement de 2,5 cm uniquement sur ces haut-parleurs, ce qui est un exploit chez De Vialet, parce qu'en général, c'est beaucoup plus. Et là, donc, ils ont créé ce produit. Alors, c'est un produit qui n'est que Dolby Atmos, donc tous les Dolby, Dolby Digital, True HD, voilà. J'ai même pas osé faire ce que tu viens de faire là sur la vidéo. La boulasse. J'ai tellement eu peur de la. Mais si, elle est faite pour ça. Mais elle est faite pour ça. Mais elle oppose résistance quand même, parce qu'en plus, regarde, ça c'est le débattement normal. Ça, c'est l'habituel débattement sur les fantômes, ouais. Voilà. C'est un peu... Et justement, la petite boule, c'est un haut-parleur avec des haut-parleurs passifs sur le côté, donc vraiment, il y a une utilité à la déplacer. Ouais. Voilà. Donc l'idée, c'est de savoir comment fonctionnait un produit qui est que Dolby Atmos déjà, savoir que DTS n'est pas à bord. Alors moi, je l'ai testé parce que j'ai eu le produit à la maison pendant un petit moment quand même avant de faire la vidéo. Alors le truc que je peux dire sur le produit, c'est que on sent que c'est une marque de hi-fi. C'est-à-dire que globalement, on sent que c'est une marque de hi-fi qui a décidé de faire de la hi-fi plus premium et de rajouter autour de ça du Dolby Atmos. C'est-à-dire l'idée, c'est d'avoir à la base une des seules barres de son, Mélinda, qui a vraiment un mode stéréo où tu peux uniquement placer le produit et lui déconnecter des haut-parleurs et dire voilà, c'est de la stéréo. Donc les gens qui auraient par exemple envie de racheter 2 réacteurs peuvent se dire la barre de son, après tout, ça peut être une bonne idée parce qu'en plus il y a le Dolby Atmos et tout à bord, mais on a vraiment un vrai mode stéréo. Les autres barres de son, quand tu fais de la stéréo, ils ont toujours 10 haut-parleurs d'activer parce que l'idée c'est une barre de son, on s'en fout partout, et tes murs et en haut et la salle de bain, la cuisine, tout y passe, s'en fout partout. Tandis que eux, ils ont un vrai mode intelligent à bord qui met vachement de la musique en qualité CD avec AirPlay, AirPlay 2 et tout le tremblement. Par contre, quand on s'éloigne de la partie sonore pure, un truc avec un son qui est quand même très propre, qui n'est pas bourratif. Alors, ils ont fait un truc intéressant sur ce produit par rapport aux fantômes que tu as pu écouter, peut-être Mélinda ou vous, qui sont quand même assez rentre-dedans, qui bourrent pas mal et qui ont du grave, qui ont un truc qui est très très fort. Eux, ils ont fait une barre de son qui, malgré tout, ne bourrait pas dans le grave, c'est-à-dire qui était plus légère que ce qu'on peut trouver sur 2 fantômes, ce qui est très intéressant à l'oreille. Donc, en stéréo, ça fonctionne très bien. C'est ça qui est intéressant.
Avec les pistes son, puisque justement Dolby Atmos et tout le tremblement, là le truc se corse un petit peu. Parce que l'idée, quand on fait de la stéréo, c'est de dire comment est-ce qu'on va faire pour que techniquement, acoustiquement parlant, on puisse gérer cette spatialisation à partir d'un point unique. Car comme a dit Mélinda, il n'y a pas d'enceinte. Rien d'autre. On peut rien mettre. C'est-à-dire que même les gens qui auraient acheté des fantômes, qui coûtent quand même leur blindasse. Ça sert à rien. Voilà, t'as acheté tes fantômes, oh bah putain, Cherchez pas à faire un home cinéma, Voilà. home cinéma de la mort avec des fantômes ou des réacteurs. Ça sert à rien. C'est mort. C'est-à-dire se que parlent le pas. truc, Sonos, tu peux ajouter, par exemple, même avec un téléviseur LG, tu rajoutes des haut-parleurs Ouais, Meridian, ouais. parce que LG Meridian, modulaire, en fait, c'est la même chose. Là, tu rajoutes rien. Donc, c'est standalone, ce qui fait que tu n'as pas de subwoofer non plus, alors que les barres de son à ce prix-là, à part la Sennheiser, ont un subwoofer. Donc, tu as un son qui est en Dolby Atmos avec des bandes son, a de la patate, mais n'est pas rentre dedans. Ouais. C'est-à-dire que ça reste léger. Moi, alors j'avoue que moi, j'ai utilisé moins que toi, et c'est le truc qui m'a frappé par rapport à pouvoir faire les fantômes, c'est qu'en effet, tu as perdu les basses. Voilà. Enfin, tu sais pas où elles sont. Merci. Mais je trouvais ça agréable. Mais c'est agréable parce que Je trouvais ça hyper agréable. Tu avais presque un son qui était, pour les gens qui connaissent le mot, qui était hi-fi. Donc tu avais un son hi-fi, mais tu n'avais pas, parce qu'on va parler d'un autre produit après, parce que je suis en train de tester plusieurs, tu n'avais pas la patate que tu attendais d'un truc Devialet, où tu disais, tu vas aller au parleur et tu peux marier avec des fantômes. Et c'est à mon avis pour ça que tu ne maries pas avec des fantômes, parce qu'à l'avant, ça n'aurait pas tenu. Tandis que la barre de son à l'avant ne pouvait pas assurer beaucoup, ils n'avaient pas balancer des fantômes à l'arrière. Donc c'est une des raisons. Ouais, mais c'était bien, au moins c'est bien parce qu'ils sont déjà stéréo. Donc en effet, comme a dit Pépé, si vous aviez envie de vous acheter deux réacteurs pour faire de la stéréo, parce que sans la télé, ben là c'est déjà Là, tu compris. as ta barre. Ouais. Et en plus, tu as une application Devialet pour la gérer, tu as Spotify à bord, tu as donc le Bluetooth, tu as AirPlay, tu as le multiroom via Spotify, via AirPlay. Mais le truc, c'est que tu as vraiment un son. Alors, parlons pas des effets, parce que les effets, c'est la même chose. C'est très compliqué à gérer, les effets, parce que justement, il faut avoir. C'est pas méchant vis-à-vis de Devialet, ils savent ce que je pense. La vidéo est sortie, elle est en ligne. Je pense qu'il faut avoir une énorme expérience acoustique pour travailler les effets de spatialisation. Parce que ça s'adresse à des marques qui sont dans ce métier depuis très très longtemps. C'est-à-dire qu'en effet, c'est très compliqué d'utiliser les murs pour se dire, il n'y a pas d'enceinte, je te fous tout sur les murs. Et ça, ils l'ont fait, il y a des effets, mais tu ne peux pas dire à un moment donné que c'est super net, c'est super vertical ou autre, c'est un peu brouillon, tu as de l'effet en surround, mais ce n'est pas aussi vif qu'on peut trouver sur une Sennheiser en BO, sachant que Sennheiser travaille sur le mode en BO, donc le 3D, depuis maintenant des années et des décennies. Ils travaillent là-dessus. Donc moi, je pense que c'est vraiment un premier essai, que le produit sonne vachement bien, que des gens doivent être très contents d'avoir malgré tout un surround qui est assez discret, qui n'est pas violent, qui est léger. Qui est englobant, moi j'ai trouvé. Oui, il est englobant, mais il est flou. Je vois ce que tu veux dire, toi qui as l'habitude du Dolby Atmos plus avancé sur certains Il est flou, c'est-à-dire que tu ne vas pas détacher vraiment les choses. Il y a certaines enceintes qui sont même des stand-alone, comme certains modèles justement chez la Sony A7000, qui est un monstre qui coûte 1 500 € et qui travaille différemment justement le surround, parce que Sony, il y a des années de travail sur la spatialisation en secteur professionnel et grand public. Devialet est un peu jeune encore sur l'Atmos, mais par contre n'est pas jeune sur la qualité audio globale, donc ça donne une barre de son qui a un son qui est agréable, mais qui, moi, ne me permet pas de dire que je décolle comme un gros malade, parce qu'on a quand même des réserves de puissance. On a essayé de mettre justement la Devialet avec la Sennheiser en BO. Ça a été, non pas dramatique, mais les gens qui étaient dans la pièce avec moi ont dit « Waouh, c'est le double de puissance ». Et le produit coûte 150 € de plus, la Sennheiser, et tu t'en prends plein les oreilles, ça part de partout, tu as les effets qui sont très distincts, les haut-parleurs, ils sont comme ça de la Sennheiser, tu n'as pas besoin de subwoofer, et tu peux en rajouter en plus à la Sennheiser. Donc le produit est très intéressant, c'est un produit qui va plaire, je pense, aux gens qui aiment la hi-fi, qui aiment un son qui a de la classe, qui a la French Touch, qui est derrière, qui n'est pas bourratif, mais peut-être que les gens qui veulent que ça tape réellement vont aller vers la Sennheiser, vont aller vers Sony, ou bien ce que je suis en train de tester actuellement, la barre de son Samsung 990B qui m'a pété 2 vitres avant-hier. Sérieusement ? Ah non mais Pépé, c'est la boîte de nuit, hein. Non, attends, je vais dire un truc, la vidéo sort dimanche. La vidéo, vous allez voir au début, je suis dans la pièce, je suis avec le smartphone, je suis à 39 sur 100. Je parle, on m'entend pas. Ah bah d'accord. Je suis à 39 sur 100. Et tu as une réserve de puissance sans saturation. Et il y a 2 enceintes arrière. Il y a le caisson de grave, elle coûte 1 599 €. Et c'est du délire complet. Mais est-ce que tout le monde a envie de ça ? Je ne pense pas. Je t'imagine comme dans l'intro de Retour vers le futur, tu sais, où ils disent... Mais je te jure, le truc, j'étais en train de monter, j'étais à 20, je croyais que j'étais à 40 déjà, 40 sur 100. Regarde, 39. Et tu avais le truc, le grave, le machin, les effets spéciaux qui volaient dans l'espace. Mais c'est quoi ce délire ? C'est ça. C'est quoi ? Et c'est une autre façon de faire, c'est d'autres philosophies. On est sur autre chose avec Devialet. Je pense que Devialet ne voulait pas faire ce qu'a fait Harman. Moi, je trouve qu'ils font pour ce que j'en ai testé un peu de la Devialet, je trouve qu'ils font du
2 en 1. C'est-à-dire qu'ils font barre de son, ils y vont, Ouais. mais ils font surtout un système pour moi audio stéréo. Qui marche bien. Qui pour le coup marche bien et Marche qui super bien. rend l'ensemble, parce que tu n'as pas donné le prix. Ah, je voulais pas. Non, tu ne le voulais pas, mais on l'a déjà dit la dernière fois, mais elle est assez chère cette barre de son. Ouais. C'est-à-dire C'est le violet aussi. Hein. Vas-y, annonce la douloureuse. Ah bah 2199. Voilà. Ça va aller. Non mais ça va. prends C'est 2 un- fantômes, 2 réacteurs, Oui, t'as c'est déjà, propre. t'as déjà Ouais, voilà. pulvérisé le... Mais le son est propre. Mais Le son est propre et la technicité, l'acoustique, les mecs ont bossé, il n'y a pas un centimètre Ah, carré c'est de de galère. libre dans la ouais, barre de son. l'espace est optimisé. C'est On fabuleux. s'en rend pas compte, mais l'espace Mais- est optimisé. Il faut la mettre à part dans cet univers, il faut la rapprocher d'une Bang Olufsen, enfin Beoplay, Soundstage ou des trucs comme ça, qui sont des produits faits par des Si hippies. t'aimes la patate, tu prendras pas ça. Bah tu peux pas. Ok. Parce que le problème c'est que ça, tu vas être à un moment donné à court et tu pourras pas lui rajouter dans 5 ans plus. Ouais. C'est là le problème, c'est que tu pourras pas lui dire il faut un soutien. Peut-être le plus gros bémol du truc. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais et Ah, par contre, 2100 et quelques et t'as pas mais non, mais d'évolutivité, c'est quand je même pense un que peu... c'est vraiment une philosophie différente. Et la barre de son justement Harman ou les barres de son Sony qui sont faites pour avoir et soit elles sont vendues avec les haut-parleurs, Oui. le sub, soit avec pour Sony, tu peux rajouter des haut-parleurs et un sub. En plus, la barre de son Samsung, elle se règle évidemment bien parce que même il y a même des micros dans le subwoofer. C'est-à-dire que tu règles carrément le produit, tu places le subwoofer n'importe où, tu as le micro à l'intérieur pour savoir où il est. Donc c'est vraiment un système complet, mais qui est fait par une marque qui fait de l'audio 3D depuis longtemps et qui est Harman, et qui travaille là-dessus. Donc c'est pas une barre que j'aime pas, la Dion, mais c'est une barre qui peut-être peut désarçonner les gens qui voudraient de la grosse patate. C'est tout. Mais qui a un son, c'est la French Touch, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas mal. C'est pas mal. Mais vous avez mon avis, je pense. Il y a que- mieux pour moins cher. C'est Oui, voilà. la French Touch ou c'est les French qui se touchent un petit peu quand même là Oh là là, c'était Ah, beau, mais il y avait un peu les deux. derrière, mais fallait là. Non, mais Voilà. c'est pas possible. Non, Et les French non mais Fade, quand tu bientôt. connais De Vialet, je pense que Melinda peut m'aider là-dessus. Quand tu connais De Vialet, tu t'es pas étonné de C'est ça. pas... Non, c'est un peu Ok. le produit. Non, mais le produit est de qualité. Il est de qualité. Il n'y a rien à dire. C'est juste que Bah, ils sont pas j'espère bien à encore. 2200 balles quand même. Non, mais C'est pas les rois du Dolby Atmos, quoi. Hein. voilà, c'est ça. Bah, Si t'as pas si t'es encore. comme moi, t'as pas de télé Dolby, tu t'en fous total, quoi, en fait. Mais c'est bon. Et voilà, sinon t'as d'autres parties. Voilà, Voilà, c'est pour je l'ai fait. Oh là là. Et bien là, on a fini, on l'a expédié. Donc je vous parlerai des Oppo Enco X2 qui sont très bien la prochaine fois. Comme la fois précédente, Sympa, ton c'était aussi Babybel. la. Oui, j'ai troqué mes AirPods Pro pour ça et franchement, j'ai pas été déçue. Oh. Bluff, hein. Et ben voilà. Joker. La suite au prochain épisode. Un jour, je vous en parlerai. Je vous promets, je vous en parlerai. Joker. Mais c'est très très bien. Lui, il aime moi. Bon, merci à tous Oh, c'est super. Merci à toi. d'avoir été là. Théo, merci d'être venu. Merci Yes, pour Théo, tous ces merci. bons conseils. Je vais applaudir. Ils vont tous acheter un nouveau smartphone maintenant à cause de toi. C'est pas grave. Non. Dans le chat aussi. Non, jamais. Mais bon, en tout cas, tout de suite, enfin, on lâche Pépé pour qu'il aille dans le récap. Il y a le before du récap avant. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, peut-être avec tout le monde ou pas. Mais en tout cas, bon week-end et à très vite. Ciao, ciao!